tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le gouvernement recule sur le front fiscal après avoir fait marche arrière sur les impôts des retraités. L'exécutif a annoncé le report de la réforme de la DGF puis celle de l'allocation adulte handicapé. Cafouillage ou panique avant les régionales. Réaction et décryptage dans un instant. Vers une réforme à minima du Code du travail, le projet de loi de Myriam El Khomri va être présenté cet après-midi. Sans surprise, le gouvernement ne touchera pas au contrat de travail ni au SMIC, mais entend promouvoir la négociation au sein des entreprises. Débat à suivre à 18h. Adoption par le Sénat du projet de loi relatif à l'indépendance des magistrats. L'autre texte défendu par la garde des Sceaux, Christiane Taubira, sur la justice du XXIe siècle est toujours en discussion. On fera le point avec Tam Tranui. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir tout au long de cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat 360 pour nous accompagner jusqu'à 18h30. Nos journalistes en duplex, Tam Tranui en direct de l'hémicycle et Saveria Rojek, alors que Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions, est auditionnée en ce moment même par la Commission de la Culture du Sénat. Salle Médicis, le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de retrouver nos journalistes en duplex, la fébrilité semble gagner le sommet de l'État à l'approche des régionales. Le gouvernement fait marche arrière pour tenter de désamorcer le ras-le-bol fiscal des Français. L'exécutif a décidé d'exonérer d'impôts locaux les retraités modestes, de reporter la réforme des dotations aux collectivités et d'abandonner celle de l'allocation adulte handicapé. Julie Hulin. Recul, ajustement, apaisement, les mots varient, mais la réalité est là. Le projet de budget pour 2016 change de visage chaque jour. Impôt des retraités remboursés, abandon du nouveau mode de calcul de l'allocation adulte handicapé, allocation logement des étudiants finalement pas conditionnée aux ressources. Le gouvernement renonce et l'opposition dénonce. J'ai vraiment du mal à comprendre qu'on puisse se retrouver dans cette situation au-delà de la moitié du quinquennat, avec un gouvernement qui est en place déjà depuis un certain temps. La seule explication rationnelle, c'est la panique électorale, pré-régionale et pré-présidentielle. Il n'y a aucune autre explication rationnelle à ce qu'on est en train de vivre. Si le gouvernement se défend, lui, de toute crainte électorale, pour calmer la grogne des maires, il a également décidé hier de repousser d'1 an la réforme de la DGF, la dotation du financement des communes. Une décision sage, selon les élus de la majorité. Face à des obstacles techniques d'ampleur tels que celle-là, il est apparu légitime de reporter d'1 année. Je crois qu'il faut avoir une copie qui soit claire, nette et précise pour tous. Et c'est à ça que le gouvernement va s'atteler dans les prochaines semaines et prochains mois, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. En 2017, la copie sera, je l'espère, la plus parfaite possible. Sous couvert de mieux faire, entre polémique et revirement, les changements de posture de la majorité pourraient bien pourtant se payer dans les urnes des élections régionales du mois prochain. Emmanuel Valls, lors des questions d'actualité au gouvernement, a répondu aux attaques de la droite sur l'amateurisme supposé du gouvernement. On écoute le Premier ministre. L'amateurisme, c'est d'avoir supprimé la demi-part des veuves sans en avoir mesuré les effets, ou pire même, en le dissimulant. L'amateurisme, monsieur Larrivé, c'est d'avoir dégradé la dette publique de 600 milliards d'euros en 5 ans et de prétendre aujourd'hui détenir les solutions pour l'avenir. L'amateurisme, monsieur Larrivé, c'est d'avoir distribué les cadeaux fiscaux aux plus aisés quand l'urgence était de soutenir les plus modestes, les petites entreprises et notre tissu industriel. Et en matière de finances locales, monsieur Larrivé, l'amateurisme, c'est la réforme improvisée, non concertée, idéologique, je l'ai rappelé hier, de la taxe professionnelle. Alors ce n'est pas notre conception de la réforme, de l'intérêt général, car la responsabilité, notre responsabilité, celle du gouvernement et de la majorité, c'est de prendre des bonnes décisions pour préparer l'avenir du pays et parfois pour réparer les choix politiques du passé. Et on débute notre multiplex. Vous le savez, c'est le principe de cette émission. On va tout de suite retrouver Saveria Rojek pour une première réaction à cette reculade du gouvernement. Saveria, vous êtes avec le sénateur Les Républicains. Philippe Dallier, c'est à vous. Philippe Dallier, donc, on le voit ces derniers jours, le gouvernement a reculé sur plusieurs réformes. Comment vous interprétez ces reculades? Est-ce qu'on sent une grande fébrilité à l'approche des élections régionales?
On a un peu le sentiment que c'est panique à bord quand même. Le gouvernement essaie de nous faire croire, en tous les cas de faire croire aux Français, que c'est stop sur la hausse des impôts. On annonce même des baisses d'impôts pour certains. Et puis en fait, les mauvaises nouvelles se succèdent. Et les contribuables, notamment les contribuables locaux, ont découvert pour certains que leur taxe foncière avait flambé à cause de la pénalité de 5 € au mètre carré. Il y a l'affaire de la demi-part des veuves qui a été oubliée par le gouvernement. C'est assez incroyable cette affaire-là. Une affaire qui date de la droite, de Nicolas Sarkozy. Très bien, si ce n'est qu'ils sont au gouvernement depuis 3 ans et demi. D'année en année, ils ont revoté le budget avec une reconduction de la mesure, sauf l'année dernière où elle avait été suspendue. Et puis, ils ont oublié tout simplement que la mesure n'était pas reconduite. En tous les cas, la suspension n'était pas reconduite. Donc c'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme. Écoutez, je ne vais pas utiliser le terme d'amateurisme, mais voilà, en tous les cas, il y a une contradiction flagrante, et c'est bien ce qui embête le Premier ministre, entre le discours affiché, les impôts vont baisser, en tous les cas peut-être pour certains, et puisque les contribuables constatent en recevant leur taxe d'habitation, leur taxe foncière. Il y a eu l'affaire des handicapés auxquels on voulait effectivement maintenant prendre en compte les intérêts des livrets A pour calculer leurs ressources. Enfin, tout ça donne le sentiment, c'est la politique de gribouille, et donc ça finit par coûter très cher au gouvernement. Voilà ce qui explique les reculades qui se sont succédées dans les derniers jours. Sur la réforme de la dotation aux collectivités, on sait que c'est une réforme qui était attendue par beaucoup d'élus locaux. Est-ce que malgré tout, il fallait la reporter ? Oui, elle était attendue par beaucoup d'élus locaux et je suis de ceux qui, depuis un certain temps, disent qu'il faut réformer cette DGF. Ceci étant dit, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Le gouvernement voudrait nous faire voter sur un texte dont nous ne sommes pas capables de mesurer les conséquences. Et ça, je dois vous dire que les parlementaires en ont assez. Parce que nous nous sentons responsables de ce que nous votons et nous ne voulons plus découvrir 6 mois, 1 an après, eh bien, que le résultat n'est pas le résultat attendu. Donc la moindre des choses sur un sujet qui est éminemment sensible pour les collectivités locales, parce que c'est de leur budget dont il s'agit, en une période où les dotations de l'État sont en train de baisser fortement. Eh bien, la moindre des choses, c'est que le Parlement soit complètement éclairé, c'est-à-dire qu'il puisse disposer des simulations qui vont permettre de comprendre ce que va faire tel ou tel dispositif de cette nouvelle DGF. Un dernier mot, Philippe Dallier, on connaît sur une autre réforme, on connaît depuis cet après-midi les grandes lignes de la réforme du Code du travail. Elles ont été dévoilées par la ministre du Travail. Le gouvernement ne touchera ni au SMIC, ni au contrat de travail, ni à la durée légale du temps de travail. Est-ce que là encore, c'est une réforme à minima? Est-ce que là encore, c'est une reculade? Écoutez, ça fait pchit, il n'y a rien dedans. Donc à partir du moment où on ne discute pas ni du contrat de travail, ni du temps de travail, ni de rien du tout, comment appeler ça une réforme du Code du travail? Franchement, moi je pense qu'il y a beaucoup de communication dans tout cela. C'est l'une des principales caractéristiques de ce gouvernement. Je pense que les Français vont commencer à se lasser très vite de ce genre de procédé. Très bien. Je vous remercie Philippe Dallier. Merci beaucoup Saveria, on vous retrouve tout à l'heure pour d'autres réactions. J'accueille Mickaël Zamès. Bonjour Mickaël, pour analyser avec nous cette panique généralisée au sommet de l'État. Que se passe-t-il à l'approche des régionales? Vous vous souvenez peut-être Delphine, quand Manuel Valls prend ses fonctions en 2014, l'un de ses premiers chantiers, c'est d'enrayer la machine à couac du gouvernement Ayrault. Quelle que soit la rapidité des équipes de Manuel Valls à prendre un extincteur, à essayer d'éteindre l'incendie, le feu politique qui couvre, on ne gardera en mémoire de ces 48 heures finalement que les reculades et les couacs. Je passe les accusations de la droite, politique de gribouille comme on vient de l'entendre, panique électorale ou encore amateurisme. Je passe parce que je pense que le mal est plus profond que ça. Ça serait trop simple de dire tactique politicienne à la veille d'élections régionales. La fiscalité, parce que c'est bien de ça dont on parle, la fiscalité, ça restera pour François Hollande un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. Finalement, quels que soient les artifices du Premier ministre pour aujourd'hui se défendre, on dit on ajuste, on écoute, on avance, c'est bien, mais c'est presque l'écume. Des couacs, il y en aura encore. Il y en aura peut-être encore plus, peut-être. Mais essayons de comprendre pourquoi sur ce thème, et je vais essayer de faire une petite statistique, à peu près 85% des couacs qui ont été réalisés depuis 3 ans sont sur la fiscalité. Et surtout là, en si peu de temps. Et il y a peut-être une seule raison à cela. Et si le péché originel de François Hollande, c'était d'avoir augmenté les impôts de façon massive en 2012. La preuve, regardez tous les efforts qu'ils font depuis presque 6 mois pour nous dire les impôts vont baisser massivement pour les personnes les plus modestes et la patatras. Il suffit qu'une hausse décidée sous Nicolas Sarkozy revienne en pleine figure de François Hollande et c'est tout le plan communication du président de la République qui est balayé du revers de la main. Les impôts, c'est l'histoire de ce quinquennat. J'ai retrouvé une citation. Elle est l'œuvre de Manuel Valls. C'était il y a à peine 15 jours lors d'un colloque avec le journal Le Monde. Il parle des impôts.
Un choc fiscal pour les gens qui explique la rupture entre l'exécutif et les Français. Alors évidemment, ça n'explique pas les couacs, ça n'évite pas non plus les reculades, ça n'explique rien. Surtout que là, les parlementaires avaient alerté le gouvernement depuis plusieurs semaines, surtout les frondeurs qui avaient dit attention, regardez les feuilles, ils avaient sorti toutes les feuilles. Par contre, ça peut expliquer toutes les hésitations sur ces thèmes. C'est comme si, en fait, le gouvernement ne savait plus sur quel pied danser. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Quant à la volonté réformatrice du Premier ministre, elle l'a peut-être touché, là, ses premières limites. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette analyse. On en sait désormais un peu plus sur la réforme du Code du travail envisagée par le gouvernement. Myriam El Khomri, la ministre du Travail, va dévoiler cet après-midi les grandes lignes de son projet de loi. Comme prévu, la réforme s'annonce à minima. Pas question, en effet, de toucher ni au contrat de travail, ni au SMIC, ni à la durée légale du temps de travail. Je vous propose d'écouter la réaction de la CGPME au micro de Mounir Soussi. Qu'une entreprise puisse elle-même, avec l'ensemble de ses salariés, à travers un référendum, puis pouvoir décider de son organisation à venir, nous paraît du bon sens. C'est ce qu'attendent beaucoup les acteurs de terrain. Si dans cette entreprise, il n'y a pas de représentant syndical, aller chercher un représentant syndical à l'extérieur de l'entreprise, nous savons que ça va être une énorme difficulté et c'est absolument pas, on va dire, l'objectif recherché. Ce qu'il faut, c'est pouvoir rapidement redonner de la fluidité, du pouvoir, de l'initiative au plus près du terrain. Et nous pensons que le référendum, en l'absence de syndicats, pourrait être effectivement une chose tout à fait positive. Alors que l'État entend relancer les travaux de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes à 20 km de Nantes, les écologistes Emmanuel Cos, Cécile Duflot et Noël Mamère viennent soutenir cet après-midi les opposants à ce projet qui divise jusque dans les rangs de l'exécutif. Cécile Sixou. Les pelleteuses devraient revenir sur le chantier en 2016. Débroussaillage, rétablissement et clôture d'accès routier. Voilà en quelques mots l'appel d'offres de la préfecture de Loire-Atlantique, paru il y a quelques jours pour reprendre les travaux de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Depuis des mois, pourtant, le chantier était en suspens après les recours des opposants. Mais en juillet, le tribunal administratif de Nantes a donné son feu vert. Les travaux pourront reprendre. Un projet qui divise au sein même de l'exécutif. L'Élysée veut attendre la fin de tous les recours avant la reprise des travaux. Ségolène Royal, elle s'oppose à cet aéroport. Manuel Valls, lui, soutient cette décision. La France est un État de droit. Les décisions de justice doivent être respectées et mises en œuvre. Et par ailleurs, il est inacceptable et inimaginable qu'une minorité d'individus ultra-violents puisse empêcher l'application des décisions de justice et aller contre l'intérêt général. Le timing de cette annonce est pour le moins surprenant, à quelques jours de la COP21, mais surtout à quelques semaines des régionales où le Parti socialiste a besoin de rassembler autour de ses listes. Cet appel d'offres vient rouvrir les plaies d'un dossier qui oppose depuis des mois l'exécutif aux écologistes et le clivage pourrait se creuser après la visite de Cécile Duflot et Emmanuel Cos sur place. L'autre risque, c'est de réactiver la grogne des habitants de la ZAD, un peu plus d'une centaine qui ont d'ores et déjà promis qu'ils empêcheraient toute tentative d'expulsion. Et on poursuit notre multiplex. On va tout de suite retrouver Tam Tranui en direct de l'hémicycle du Sénat. Bonjour Tam. Alors, les sénateurs viennent d'adopter le premier volet du projet de loi sur la justice du XXIe siècle qui concerne l'indépendance des magistrats. Il y a eu une seule voix pour voter contre, Tam. Oui, le texte a été adopté à une écrasante majorité, 310 voix pour, seulement une voix contre, et c'était celle d'Hugues Portelli, sénateur Les Républicains. Les communistes, eux, se sont abstenus. Il faut dire que le texte était plutôt consensuel, même si c'était plutôt un texte à minima, pas extrêmement ambitieux. Alors rapidement, ce texte portait sur 4 points principaux: le recrutement, le statut, la déontologie des magistrats et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. D'ailleurs, le Sénat a plutôt renforcé les mesures concernant la déontologie des magistrats. Mais finalement, ce qui est plutôt intéressant, ce n'est pas tant ce qu'est ce texte que ce qu'il n'est pas. Une grande réforme d'ampleur du Conseil supérieur de la magistrature sur l'indépendance du CSM, également sur son rôle dans la nomination de la hiérarchie du parquet et du siège. Alors cette grande réforme arrivera-t-elle un jour? Je vous propose d'écouter l'échange tout à l'heure de Michel Mercier, sénateur centriste et ancien garde des Sceaux, et de Christiane Taubira.
Peut-être qu'un seul regret, c'est que, Madame la garde des Sceaux, vous n'ayez pas été d'une grande clarté, même un clair-obscur, quant à la future réforme du parquet pour sauver le parquet à la française. J'espère que vous saurez prendre des risques, Madame la garde des Sceaux. J'ai rappelé les engagements du président de la République, j'ai rappelé que le gouvernement a déposé le texte à l'Assemblée nationale. Voilà, je ne vois pas quelle clarté supplémentaire il vous faudrait, sauf à me demander avec une brutalité qui ne ressemble ni à votre tempérament, ni à votre caractère, ni à votre philosophie, ni à votre mode, ni à votre comportement, me demander avec brutalité d'oublier la séparation des pouvoirs, de faire violence au Parlement et de considérer que l'exécutif tout seul décide quand il veut comment l'inscription de ce texte. Oui, en clair, pour Christiane Taubira, si ce texte n'est pas débattu, c'est à cause de l'Assemblée nationale. Pour rappel, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, c'est une promesse de campagne de François Hollande. Le texte avait commencé à être débattu en 2013 par le Parlement, mais tout cela s'était interrompu au moment du débat au Sénat. Le Sénat qui avait complètement vidé le texte de sa substance. Du coup, la réforme est ajournée. Vous l'avez entendu, tout le monde se renvoie la balle, se renvoie la responsabilité pour la relance de cette réforme. Une réforme qui, je vous le rappelle, demande une révision constitutionnelle et demande pour être adoptée la majorité des 3/5 du Parlement réunis en congrès à Versailles. Merci beaucoup Tam, on vous retrouve pour d'autres analyses dans un instant. Gérard Larcher, le président du Sénat, accuse la garde des Sceaux de nourrir la montée des populismes. Invité de l'émission Le Talk du Figaro, il estime, je cite, que la politique pénale doit aller vers plus de sévérité. Mais Madame Taubira fait des choix radicalement différents et ceci peut expliquer la montée des populismes, a-t-il ajouté. Le budget de la sécurité sociale examiné en commission par les sénateurs. Ce texte doit ramener le déficit de la sécurité sociale sous le seuil des 10 milliards d'euros. Déjà adopté par l'Assemblée nationale, il arrive en séance au Sénat le 9 novembre prochain. Sophie Normand-Couturier. Le rapport de la commission ressemble sensiblement au texte voté par les députés, à quelques exceptions près et non des moindres, car les sénateurs proposent notamment 2 amendements, 3 jours de carence pour le personnel hospitalier et la retraite à 63 ans pour tous. 3 jours de carence parce que c'est ce qui existe aujourd'hui pour tous les salariés du privé. Donc nous souhaitons qu'il y ait une mesure équitable, juste et qui concerne tout le monde. Et puis en ce qui concerne effectivement les 63 ans, on a introduit un amendement qui tient compte en quelque sorte de l'accord paritaire qui va être signé entre les principaux syndicats et puis le patronat sur les retraites complémentaires. Des amendements qui font bondir les communistes. Ils ont voté contre l'ensemble du projet qu'ils jugent trop à droite. Donc la droite n'avait pas grand-chose à faire. Elle a quand même trouvé moyen de rajouter la retraite à 63 ans et les jours de carence. Et je pense qu'au moment du PLF, ils feront les 3 jours de carence généralisés sur l'ensemble des salariés. Je trouve que c'est symptomatique de la volonté de la droite de ne surtout pas porter atteinte, de leur point de vue, porter atteinte aux entreprises, à tout ce qui a pu être mis en place pour faire plaisir au MEDEF en réalité. Le texte arrivera en première lecture dans l'hémicycle du Sénat lundi prochain. Le don du sang va pouvoir s'ouvrir aux homosexuels, mais sous condition. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, l'a annoncé. C'était une demande de longue date des associations. Le gouvernement y voit aussi la fin d'une discrimination. On écoute la ministre de la Santé. À partir d'aujourd'hui ou du printemps prochain, on ne pourra plus refuser à un homosexuel de donner son sang au seul motif qu'il est homosexuel. Il pourra donner son plasma dans les mêmes conditions que les hétérosexuels et il pourra donner le sang total, ce que nous appelons le don du sang, mais qui est le sang total, s'il est un homme qui a des relations sexuelles avec d'autres hommes, dès lors qu'il n'y a pas eu ce type de relation pendant 1 an. Dans l'actualité au Sénat aujourd'hui, la publication du rapport de Jacques Mézard, président du groupe RDSE, sur les autorités administratives indépendantes, Hadopi, CSA, la CNIL ou encore la CADA. Elles sont trop nombreuses selon le sénateur qui propose de réduire leur nombre de moitié. Pauline Dame. CSA, AMF
ou encore CNIL, on les appelle les autorités administratives indépendantes. Leurs pouvoirs peuvent être importants. Elles sont chargées de faire respecter les droits des citoyens et de réguler des secteurs économiques comme l'énergie avec l'autorité de sûreté nucléaire. Pourtant, elles ne sont soumises à aucune autorité et leur contrôle fait souvent défaut. Depuis une dizaine d'années, elles prolifèrent. Plus d'une entité créée par an depuis 2006. On en compte aujourd'hui 42 en France. Un désengagement de l'État que condamne Marie-Hélène Deségaux. Nous avons vu des AI qui n'ont jamais été contrôlés, même par la Cour des comptes. Il était absolument important à ce stade-ci de mettre fin à ce délitement, parce qu'il y a délitement de l'action de l'État. Plus de contrôle et une meilleure organisation. C'est l'objectif du rapport Un État dans l'État. Pour faire le ménage, la commission d'enquête du Sénat propose de diviser par 2 le nombre d'autorités administratives indépendantes. Aujourd'hui, 90% de leurs présidents appartiennent au grand corps de l'État. Cour des comptes, Cour de cassation, Conseil d'État. Pour garantir une meilleure indépendance et éviter le phénomène d'entre-soi, les règles de déontologie seront renforcées. Enfin, un document financier présentant les principales données financières et budgétaires pourrait être intégré au projet de loi de finances. Les autorités administratives indépendantes sont financées par l'argent public. Alors que l'État est mis au régime, elles coûtent chaque année 600 millions d'euros, un chiffre en hausse de 10% au cours des 5 dernières années. Perquisition chez Jean-Marie Le Pen à Saint-Cloud. Les enquêteurs perquisitionnent les bureaux de l'ancien président du Front National dans une affaire de soupçon de blanchiment de fraude fiscale. Je vous le disais, Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions, auditionnée par la Commission de la culture du Sénat. Elle est entendue sur son projet stratégique. Je vous propose d'écouter les temps forts de cette audition et on se retrouve juste après pour la suite de Sénat 360. Notre modèle économique est en effet à bout de souffle. Et je pense que si aujourd'hui nous ne prenons pas les mesures qu'il s'impose pour le réformer, eh bien, il risque d'être condamné. Pourquoi? Parce que, on le sait, la mondialisation des contenus a ouvert une très très large concurrence. On n'est plus simplement entre Français. Et parce que la multiplication des usages, des supports, a engagé une profonde transformation de notre métier premier qui est d'éditer des programmes sur des chaînes de télévision. Nous avons en France tous les moyens, tous les talents, des auteurs, des producteurs, des réalisateurs, des diffuseurs, des diffuseurs, pour tenir une place de choix dans cette mondialisation des programmes audiovisuels. Mais une évolution de la réglementation est aujourd'hui une condition indispensable pour raffermir ce secteur. Alors, dès que je suis arrivée, en effet, très vite après le 22 août, moi j'ai souhaité engager une concertation avec les organisations professionnelles de l'audiovisuel pour essayer de trouver un nouvel accord, finalement, une alliance avec eux pour mieux équilibrer la répartition, notamment la répartition des droits, pour dire les choses simplement, entre diffuseurs et producteurs. C'est un échange assez très très constructif, parce que je crois qu'aujourd'hui, personne ne considère que le statu quo est réellement une option, qui a déjà été ouvert, mais je l'avoue, a été un tout petit peu percuté par l'annonce la semaine dernière du rachat du producteur principal de France Télévisions, qui est Newen, par le groupe TF1. Je vais y revenir d'ailleurs. À ce sujet, je voudrais bien préciser que dans ce débat qui s'est ouvert la semaine dernière, là où on entend qu'il y a une logique pour certains diffuseurs d'intégration verticale, ça n'est pas pour moi du tout la logique que doit prôner France Télévisions. Revenir à un schéma ancien qui était celui de la SFP risquerait de nous remettre aussi dans les limites qu'on a pu connaître à l'époque. Et puis par ailleurs, et je crois que ça c'est important de le dire, parce que nous avons des chaînes extrêmement diverses, parce que nous avons une diversité de programmes, d'œuvres, de genres très très forte, nous avons toujours besoin d'un tissu de producteurs indépendants, vivaces et nourris. Et donc le schéma totalement inverse à celui qu'on a pu connaître depuis les décrets TASCA, avec une séparation stricte, ne doit pas pour autant nous ramener à une intégration totale par diffuseur de la production, parce que ça risquerait en réalité d'étouffer la créativité, d'étouffer les talents.
Alors, concernant le modèle économique et la gouvernance que vous avez évoqué de France Télévisions, vous avez évoqué ce rapport sur lequel nous souhaitons prolonger le débat. Il ne fait pas l'unanimité, on le sait. Pourtant, il faut chercher des consensus. Et nous avons proposé, avec mon collègue André Gattolin, de faire émerger à l'horizon 2020, à la fin de votre mandat, en réalité, donc vous avez tout un mandat pour réfléchir à cette question, un groupe audiovisuel puissant et véritablement indépendant dans le cadre, vous l'avez rappelé, d'une forme de holding. Je ne souhaite plus qu'on interprète le rapport avec le mot fusion, c'est pas forcément ça. La fusion, c'est très complexe, on s'en est rendu compte sous les précédents mandats déjà au sein de France Télévisions. Donc, on ne s'est pas prononcé dans le rapport sur la forme juridique que devait éventuellement prendre ce rapprochement un peu structurel quand même, pas uniquement sous forme de rencontre, mais un peu plus fort. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais nous souhaitons quand même que le débat se prolonge et qu'on trouve les mutualisations et les synergies nécessaires. 4 petites questions que vous avez déjà effleurées ou même sur lesquelles vous vous êtes prononcé. Ma première concerne les ressources de France Télévisions, le sujet que vous avez évoqué. Vous avez parlé de cet amendement. D'abord, le gouvernement a prévu de supprimer à l'horizon 2017, mais d'ores et déjà 2016, ce qu'on appelait la dotation budgétaire, qui était initialement mise en place pour compenser en 2009 la suppression de la publicité sur le petit pourcentage sur les opérateurs télécoms et puis sur le petit pourcentage sur la publicité. Mais j'évoque surtout celle sur les opérateurs qui est passée de 0,9 à 1,2 puis 1,3. Voilà, c'est-à-dire que cette suppression que le gouvernement avait annoncée de la dotation budgétaire, elle réapparaît avec cet amendement, puisqu'au fond, ça va alimenter le budget général et l'affectation qui pourra se faire peut-être cette année n'est pas garantie pour se faire dans les exercices à venir. Et il nous semble que cet amendement, cette augmentation de la fiscalité sur les opérateurs va à l'encontre d'une orientation que nous avons soutenue, qui est celle de supprimer toute dotation budgétaire émanant du budget de l'État. Mais au fond, on y revient un petit peu. Et pensez-vous que cet amendement, enfin cette augmentation et cette ressource que vous appelez de vos voeux, est-ce que vous considérez qu'elle clôt, mais j'ai cru comprendre le contraire dans vos propos préliminaires, le débat sur la réforme de la contribution à l'audiovisuel public, et donc vous venez de dire que vous seriez assez favorable à l'extension, enfin à l'élargissement de l'assiette, dont vous savez qu'on a fait le choix, plutôt que de l'élargir aux écrans, très complexe, ce qui était une idée tout à fait logique il y a quelques années, mais si on entre dans le détail des procédures nécessaires, on rentre dans une machine à gaz qu'il vaudrait mieux dépasser pour fiscaliser les ménages comme cela se fait en Allemagne. Vous l'avez évoqué, régime de production, il faut en parler. Il ne faut pas effectivement brutaliser le secteur de la production, très divers. Il faut en discuter, mais il est évident, et je crois aujourd'hui que le constat est partagé, qu'on ne peut plus rester dans la situation actuelle et qu'il faut revoir un retour sur investissement, entre guillemets, de la chaîne publique, des chaînes de télévision, des investissements colossaux qui sont faits dans le domaine de la production et de la création. Donc comment le faire sans déstabiliser non plus complètement la production? Mais je crois qu'il faut que le débat soit réouvert et qu'on trouve au fond une solution apaisée, mais ferme quand même dans cet objectif. Et vous avez évoqué la nouvelle il y a 3-4 jours du rapprochement entre Newen et TF1 qui s'ajoute au projet Canal+ Zodiac. Et donc tout ça nous amène à aller franchement dans le sujet et à trouver des solutions. Dernier point, question, la chaîne d'information,
que vous projetez, qui est un sujet qui vous est, j'allais dire cher, mais je ne devrais pas employer le mot, cher à votre cœur, dès lors que vous semblez exclure, puisque j'ai lu dans vos propos que un organe qui fédère l'ensemble des opérateurs publics n'était pas forcément dans votre imaginaire stratégique. À ce moment-là, comment faire pour rassembler Radio France, France Télévisions, France Média Monde et l'INA? Ça aurait quand même le mérite d'avoir une gouvernance claire, mais comment cela pourrait s'organiser? Donc il faudra revoir de toute façon, de mon point de vue, la contribution à l'audiovisuel public. Sur la publicité, je vous l'ai dit, c'est vrai que quand on regarde le modèle de la BBC, on voit qu'il n'y a pas de publicité sur la BBC. Mais la BBC fait 1 milliard de chiffre d'affaires avec la monétisation des œuvres qu'elle produit. Donc c'est un peu ça, si vous voulez, l'équilibre qu'il faut trouver. C'est peut-être qu'un jour, effectivement, on pourra complètement se passer de publicité si on est capable d'aller chercher des ressources ailleurs. Moi, je tiens quand même à un modèle de financement mixte, c'est-à-dire, je trouve ça, évidemment, on est majoritairement financé par la ressource publique, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais le fait que les équipes se mobilisent pour aller chercher ces ressources supplémentaires, qui est finalement... mieux on travaille, plus on a les moyens de bien travailler. C'est ce cercle vertueux. Je trouve que c'est important pour une entreprise. Voilà. Et c'est une entreprise, France Télévisions, et il faut continuer à insuffler cette culture de l'entrepreneuriat, de la gestion, et avoir une part de son chiffre d'affaires qui n'est pas acquis en début d'année, qu'il faut aller chercher, sur lequel il faut se remettre en question. Je trouve que c'est sain dans le fonctionnement d'une entreprise. Bon, sur le régime 17h passé de 2 minutes en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. On en sait désormais un peu plus sur la réforme du Code du travail. Manuel Valls entend refondre le Code du travail d'ici 2 ans. Une mission va être confiée à l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter. On en débat avec nos invités à 18h. Une proposition de loi pour corriger une bourde parlementaire. C'est demain que sera débattu en séance un texte pour pénaliser l'acceptation par un parti politique d'un financement par une personne morale. Objectif, mettre fin au vide juridique qui existe dans la loi sur la transparence de la vie publique. Audition de Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions. Elle a été entendue par les sénateurs de la Commission de la Culture au Sénat. Vous entendrez les temps forts de son intervention, mais aussi les réactions des sénateurs au micro de Saveria Rojek. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir tout au long de cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat360 pour nous accompagner cet après-midi. Nos journalistes en duplex, Tam Tranu en direct de l'hémicycle et Saveria Rojek, le multiplex. C'est tout de suite. C'est le juge d'instance qui... Nous en parlions il y a peu. Le Sénat a donc adopté le premier volet sur le projet de loi sur la justice du XXIe siècle, celui qui concerne l'indépendance des magistrats. Où en est-on de la discussion à présent, Tam ? Eh bien donc ils sont maintenant sur le deuxième volet, celui qui porte avant tout sur la justice civile. C'est un texte qui a fait l'objet d'une très grande consultation citoyenne qui devait être la dernière grande loi Taubira, une loi marquante pour le quinquennat. Et finalement c'est un texte qui est plutôt un texte à minima, mais plutôt consensuel. Je vous le disais, c'est d'abord un texte sur la justice du quotidien qui met en place ce que qualifiait tout à l'heure le sénateur socialiste Jacques Bigot de révolution judiciaire, un service d'accueil unique du justiciable qui donnera aux justiciables toutes les informations nécessaires sur leurs affaires. Un texte qui prévoit également un renforcement de la conciliation. C'est ensuite un texte sur l'organisation judiciaire qui doit être rendu plus lisible. Le texte transfère par exemple certains contentieux au tribunal de grande instance et recentre le tribunal d'instance sur la justice civile. Ajoutons qu'à l'initiative du Sénat, les effectifs de greffe seront mutualisés. C'est enfin un texte, et ça c'est très important, sur l'action de groupe. L'action de groupe occupe quasiment la moitié des articles de ce texte. L'action de groupe, je vous le rappelle, côté santé, côté consommation, elle avait été mise en place par les lois Hamon et le projet de loi santé encore en cours de débat au Parlement. Eh bien, grâce à ce texte, l'action de groupe sera étendue à la question de la discrimination.
Merci beaucoup Tam pour toutes ces précisions. On retrouve à présent Saveria Rojek. Vous êtes avec le sénateur Jean-Pierre Leleux. Il a assisté à l'audition de Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions. C'est à vous Saveria. Alors Jean-Pierre Leleux, vous venez d'assister à cette audition de Delphine Ernotte qui a présenté son programme, son projet pour le groupe audiovisuel. Vous avez vous-même rendu un rapport sur l'avenir du groupe France Télévisions et les enjeux de ce groupe. Est-ce que la présentation de Delphine Ernotte vous a convaincu? Écoutez, je viens de sortir de cette audition. J'ai trouvé une présidente de France Télévisions récemment désignée très enthousiaste, très porteuse de projets, qui fourmille d'idées nouvelles. Et je dois dire que c'est un rapport d'orientation. Ça n'est pas encore ni un programme, ni une série d'actions, mais qu'un certain nombre de ces orientations résonnent avec ce que je pense. Dans votre rapport, une des préconisations majeures, c'était la création d'un grand groupe regroupant toutes les antennes publiques. Oui. Qu'a-t-elle répondu à cette préconisation des sénateurs? C'est certainement un des points sur lesquels elle est un peu en retenue. Je peux le comprendre parce qu'il y a peut-être une interprétation un peu rapide de la proposition que nous avons faite. Il ne s'agit pas de fusionner les différents opérateurs du service audiovisuel public, il s'agit de les coordonner sous une gouvernance commune, ce qui est différent. En 2020. À l'horizon 2020. Avec entre-temps, en 2018, en ce qui concerne le financement, une réforme approfondie de ce qu'on appelle la contribution à l'audiovisuel public, c'est-à-dire la redevance, que nous proposons d'élargir à l'ensemble des foyers, non pas pour fiscaliser davantage, mais pour être plus juste, plus équitable et plus conforme à la réalité des usages, car comme vous le savez, les téléviseurs sont en passe de diminuer considérablement dans notre pays au profit d'autres récepteurs que sont les ordinateurs connectés, les tablettes et les iPhones. Donc voilà, ça c'est une des grandes propositions dont elle a dit d'ailleurs qu'elle était assez favorable à la réflexion sur ce sujet. Alors une autre question sur laquelle Delphine Ernotte a été interrogée, c'est la question du budget, une question importante. Elle s'est engagée, elle l'a répété, à un déficit zéro en 2016. Est-ce que c'est réaliste? Écoutez, là, j'ai une petite divergence avec sa proposition parce qu'elle pense pouvoir équilibrer le budget en 2016 grâce à une augmentation assez sensible de la fiscalité sur les opérateurs. On passe de 0,9% des abonnements des opérateurs à 1,3%. C'est important. Et moi, je trouve une contradiction dans l'idée qu'avait émise le gouvernement et que je partageais, qui était de supprimer toute dotation de l'État au budget de l'audiovisuel. Et là, en fait, on restaure cette mesure. Donc, je n'y suis pas très favorable. Mais si véritablement c'était voté, ça devrait devenir possible. Mais je ne suis pas certain de voter cette augmentation fiscale. Très bien, on vous entend. C'est même une petite litote. En revanche, ce que je pense, c'est qu'il faut lancer un grand programme d'optimisation, de mutualisation des services des opérateurs et d'économie. Et d'économie, il faut employer le terme. Il y a des gisements d'économie qui ne mettraient pas en péril forcément le bateau France Télévisions. Jean-Pierre Leleux, merci, on vous a compris. On vous sent donc sceptique quand même sur cette question des budgets. Merci beaucoup Saveria. Alors on en sait désormais un petit peu plus sur la réforme du Code du travail. Manuel Valls avec la ministre Myriam El Khomri ont dévoilé cet après-midi les grandes lignes de ce projet de loi. Une mission va être confiée à l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter. Le détail avec Mounir Soussi. Myriam El Khomri présente les grandes lignes de son projet de réforme du Code du travail. Un des objectifs principaux de la ministre, favoriser et assouplir le dialogue social et la négociation dans les entreprises à travers des accords de branche renforcés. Mais pour les PME, cette solution a ses limites. Les entreprises de petite taille n'ont pas forcément de représentants syndicaux. Alors pour combler cette absence, elles font une proposition. Qu'une entreprise puisse elle-même, avec l'ensemble de ses salariés, à travers un référendum, puis pouvoir décider de son organisation à venir, nous paraît du bon sens. C'est ce qu'attendent beaucoup les acteurs de terrain. Cette idée ne figure pas dans la feuille de route de la ministre qui doit composer avec 3 lignes rouges imposées par le président de la République. La réforme ne doit pas toucher au contrat de travail, au SMIC et à la durée légale du temps de travail. Abordée de cette manière, la refonte du Code du travail ne bénéficiera qu'à ceux qui ont déjà un emploi. Il faut essayer de travailler sur comment fait-on en droit du travail pour permettre
l'accès à l'emploi de ceux qui n'en ont pas. Et là, on a une approche qui devient assez différente de celle qui a toujours été le cas en droit social, et donc on est obligé de travailler sur les contrats, par exemple, et ou sur les salaires, et ou sur le coût du travail. Myriam El Khomri est au début de son chantier. Une deuxième phase de concertation avec les partenaires sociaux est prévue. Le gouvernement souhaite que le projet soit prêt au printemps 2016 pour une adoption dans l'été. Emmanuel Valls a donc annoncé une refonte sur 2 ans de cette réforme du Code du travail qui commencera par le temps de travail. Emmanuel Valls qui envisage également de réduire le nombre de branches professionnelles de 700 à 200 d'ici 2 ans. Je vous le disais en titre, un texte sera débattu demain en séance pour mettre un terme au vide juridique né de la loi sur la transparence de la vie publique. Une faille parlementaire qui a profité au Front National, visé par une enquête sur son financement. Les explications de Pauline Dame. Big Malion, l'affaire Kadhafi et dernièrement le micro-parti Jeanne du Front National, des scandales qui éclaboussent régulièrement la sphère politique et interrogent sur la manière dont sont financés les partis. Charles de Courson est le trésorier du Nouveau Centre, une entité de l'UDI. Ici, c'est notre salle de réunion. On peut réunir le bureau politique toutes les semaines ou tous les 15 jours pour faire le point sur la situation politique. Alors ça, ce sont les comptes du Nouveau Centre. On a 1 344 000 de recettes et le total de nos dépenses, 1 319 000. 1 300 000 € pour financer les permanents, les congrès ou encore les affiches. Depuis 1988, des lois successives ont permis d'encadrer le fonctionnement de la vie politique. Pour remplir leur caisse, les partis peuvent s'appuyer sur 2 sources de financement. Ce sont les dons, les cotisations, total 270 000 € de fonds privés. C'est à peu près 20% cotisation des élus, cotisation des adhérents, dons, etc. Et puis 80% qui est le financement public, c'est-à-dire la dotation annuelle de l'État. 1 041 000 €. En 2015, l'aide publique a représenté près de 63 millions d'euros. Elle est attribuée en fonction du score obtenu aux dernières législatives et en fonction du nombre de parlementaires au sein de la formation. Un système qui avantage les partis les plus influents. D'un autre côté, chaque formation tient des comptes de campagne. Si le candidat a obtenu 5% des voix ou plus, l'État prendra en charge 50% de ses dépenses. Des dépenses qui ne peuvent dépasser 23 millions d'euros dans le cas d'une campagne présidentielle. Les dons privés sont eux aussi plafonnés, 4 600 € par candidat. Depuis 1995, une personne morale, telle qu'une entreprise, ne peut participer au financement d'un parti ou d'une campagne. Des règles strictes, mais qui n'empêchent pas les contournements. On est sur la surfacturation, on est sur le don en espèces. Prenons le cas de Big Malion, il y a 44 meetings qui se déroulent pour la campagne présidentielle 2012. Donc on est très largement au-delà du plafond. Et la réponse qui a été trouvée, ça a été de dispatcher ces frais de campagne pour pas que la commission se rende compte sur des faux meetings, des fausses réunions qui auraient été organisées par l'UMP. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'un maquillage des comptes. Il existe pourtant une commission chargée de surveiller les comptes de campagne et les financements politiques. Mais elle n'a pas les moyens d'accomplir sa mission, selon ce magistrat. La commission ne travaille pas sur des données informatiques, encore moins sur des données ouvertes, travaille sur support papier, donc elle ne peut détecter que des erreurs manifestes. Il n'y a pas de contrôle fin par la commission. Et donc un certain nombre de scandales ou de dossiers, ça vient par ailleurs, parce que des gens signalent telle ou telle chose. Manque de moyens matériels et un champ de compétences trop restreint. Il y a des fondations, il y a des associations qui peuvent contribuer à éditer des tracts, faire des affiches, organiser des événements. Et ce périmètre-là, il n'est pas clairement défini. Des zones d'ombre, mais une législation qui évolue. Après 2 ans de vide juridique, une proposition de loi visant à pénaliser le financement d'un parti par une personne morale pourrait être adoptée. Un texte qui permettra de rectifier l'erreur législative commise en 2013 lors de l'écriture du projet de loi sur la transparence de la vie publique.
Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec nos invités sur ce plateau. Pierre-Yves Collombat, bonjour. Vous êtes sénateur RDSE du Var. Merci d'être avec nous. J'accueille également Nicolas B. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du Front National. Vous êtes également eurodéputé. Merci d'être avec nous. Daniel Lebègue, président de Transparency International France, a également répondu favorablement à notre invitation. Merci à tous les trois. Pierre-Yves Collombat, vous avez entendu ce reportage. Effectivement, cette vie politique française régulièrement marquée par les scandales sur le financement des partis politiques. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, deux choses. D'abord, le texte sur lequel nous allons délibérer demain n'est pas une nouveauté. Il s'agit simplement de réparer, disons, un bug, un oubli, à l'occasion d'un autre texte, ce qui montre les limites justement de l'exercice de l'amendement. Comme ça en séance. Bien. Ce qui prouve que si on veut effectivement améliorer les dispositions qui existent en matière de financement des partis politiques, il vaudrait peut-être mieux y réfléchir à deux fois avant de se lancer dans des innovations dont on ne voit pas forcément les conséquences. Autre remarque que je voudrais faire, que je pense que personne ne fait, le problème du financement de la campagne des présidentielles, c'est ça le vrai problème. Et il est différent du problème du financement des autres campagnes électorales. Et qui pose effectivement, les campagnes électorales présidentielles coûtent très cher, beaucoup plus cher que ce qui est prévu dans les budgets. Avec des aspects difficiles à quantifier, avec le fait que le sortant a quand même un avantage sur les autres, bien que, on l'a vu pour le cas, la dernière fois, le compte de campagne du candidat sortant, du président sortant, a été invalidé. Par le Conseil constitutionnel. Je me pose quand même la question, parce que c'est arrivé. S'il avait été élu, je ne suis pas sûr qu'il aurait été invalidé. Parce que ça pose un redoutable problème. Ouais. Vous allez invalider... On va y venir, Pierre-Yves Collombat. Je termine. Vous allez invalider éventuellement un compte de campagne de quelqu'un qui va être élu, qui aura reçu Nicolas B. Il faut améliorer tout ce dispositif de contrôle du financement des partis politiques. On voit ce texte qui finalement a pu bénéficier au Front National, on le disait... Non, il n'a pas bénéficié au Front National. Le Front National n'a jamais reçu le moindre don d'une personne morale. C'est en effet interdit par la loi. Et même s'il y avait un bug juridique, nous ne l'avons absolument pas exploité. Il y avait quand même des soupçons qui portaient sur Valorant de Saint-Just à travers la société Riwal, justement. Oui, mais je crois que la présomption d'innocence est un principe fondamental qu'il faut respecter. Et le Front National continue de dire depuis le début, et je crois que la procédure le montrera, que tout ce que nous avons fait est parfaitement légal. Et je rappelle, en matière de règles sur le financement... Valorant de Saint-Just de ce vide juridique. Non, mais il a profité de rien du tout. C'est une procédure qui est en cours, encore une fois, rien n'est avéré, et nous contestons formellement avoir commis la moindre infraction à la législation sur le financement des partis politiques. Moi, je crois qu'il y a deux exigences. Il y a l'exigence de la transparence, et puis il y a aussi l'exigence de la justice, que les règles de financement des partis politiques soient justes, et des activités politiques, de façon générale, soient justes, et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Votre petit reportage de présentation expliquait justement que c'est l'UMP et le PS qui sont les principaux bénéficiaires des mécanismes actuels, qui reposent sur le nombre de voix obtenues par les partis aux législatives, mais également sur le nombre de parlementaires. Donc ça n'est pas du tout sur la base des seuls résultats électoraux. Le résultat, c'est quoi? C'est que le Front National, qui représente aujourd'hui 25% des voix dans l'opinion publique, aux européennes ou aux départementales, a un financement qui est 7 ou 8 fois inférieur à celui du Parti Socialiste ou de l'UMP. Et puis il y a d'autres sujets dont on parle moins. Par exemple, nous sommes en campagne pour les régionales. Manuel Valls et François Hollande sont tous les deux en campagne de façon affichée. Manuel Valls explique qu'il fait tout pour combattre le Front National. Effectivement, il se déplace, il parle du Front National en toutes circonstances. Il le fait avec les moyens de l'État, ce qui coûte une fortune aux contribuables. Puisque le Premier ministre qui se déplace, c'est des services de police, c'est l'ensemble des moyens de l'État, des préfectures mis à sa disposition. Et on voit très bien qu'il n'est pas dans son rôle de Premier ministre de la France à essayer de résoudre les problèmes des Français. Il est dans un rôle de chef de campagne électorale. On va faire agir Daniel Lebègue pour que tout le monde puisse s'exprimer sur ce plateau. Comment on peut faire pour qu'un jour on puisse vraiment parler de réelle transparence dans le financement à la fois des campagnes électorales et des partis politiques? Dans la dernière enquête du Centre de la vie politique en France,
Et il y a 11% des Français qui disent « nous faisons confiance aux partis politiques ». 1 sur 10. Oui, c'est peu. La situation est dramatique. Dramatique. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de vie démocratique quand on est à ce niveau de défiance. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais toutes les autorités indépendantes, tous ceux qui ont creusé ces questions, il y a un consensus. La Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique, Jean-Louis Nadal, la Commission nationale qui vérifie les comptes de campagne On a vu que et les partis politiques, limité, hein. présidé par un ancien président de la Cour des comptes, M. Logereau. Le Conseil de l'Europe, tout le monde est d'accord sur ce qu'on devrait faire, mais essayons de le faire. On n'a pas besoin d'ailleurs d'ajouter une couche supplémentaire de législation. On a déjà une législation très dense et très exigeante en France sur le financement et des partis politiques et des campagnes électorales. Pourtant, la législation, et notamment Il le nous texte manque qui deux vient demain au choses. Sénat, va pouvoir mettre un terme à un vide Voilà, juridique. Ça, c'est important. C'est utile, mais nous souhaiterions qu'on aille un petit peu au-delà. On a besoin de deux choses, c'est les gens, les citoyens nous le disent. Un, de la transparence sur la vie politique, sur la vie publique. À 88%, dans la même enquête, ils disent les partis politiques sont des boîtes noires. Par exemple, comment se fait-il qu'on impose, et les parlementaires l'ont fait, aux associations de publier leurs comptes et qu'on n'impose pas aux partis politiques de faire la même chose, de la transparence. Et puis deuxièmement, donnons aux autorités de contrôle indépendantes et respectables les moyens de faire leur métier, de contrôler. Voilà. Pierre-Yves Collombat, que répondez-vous à Daniel Debec? Je suis parti politique, je suis assez pas assez transparent. Je suis assez d'accord à une nuance près, c'est que j'ai quand même bon, je ne pense pas que les hautes autorités de tout ce qu'on voudra et de la transparence puissent effectivement régler le problème. Mais je voudrais insister sur un autre aspect des choses. C'est que la vie politique est devenue un spectacle. Un spectacle. Et dans ce sujet-là, vous êtes de très bons clients. Donc, je veux dire qu'on n'invite pas sur les plateaux télé les gens qui vous apportent, enfin, qui ont des idées un peu nouvelles ou en marge, ou etc. Ou qui obligent à réfléchir un peu. Non, on fait du spectacle. Et donc, si vous intégrez tout ça, c'est extrêmement important dans la logique des campagnes. Et ça contribue, je n'engage que moi en disant ça contribue à la dévalorisation de l'action politique. C'est celui qui fera la petite phrase, c'est celui qui... etc. Bon, donc, si vous voulez, c'est pour ça que je dis, si on veut vraiment, et je pense qu'il faut le faire, si on veut vraiment essayer de mettre en place un dispositif qui permette d'améliorer la situation, eh bien, c'est relativement compliqué. Il faut prendre en compte des aspects qui nous échappent peut-être. Donc, ça demande quand même un minimum de réflexion. Et moi, je préfère cette démarche-là plutôt que de faire quelque chose et puis de revenir en arrière parce que ça ne marche pas ou parce qu'il y a des effets induits qui sont indésirables. Oui, et la législation actuelle pousse aussi les partis à des difficultés de financement. On le voit aussi souvent, le refus des banques, quels que soient les partis, d'avoir accès au crédit à l'approche des élections régionales. Alors, qu'est-ce qui reste finalement aux partis politiques, Nicolas B? D'abord le soutien de leurs adhérents, de leurs militants, de leurs électeurs. Mais c'est vrai que l'attitude des banques est aussi un vrai problème. On a vu récemment que les comptes de l'UMP étaient déficitaires à hauteur de 50 ou 60 millions d'euros. Et que les principales banques françaises, ou certaines d'entre elles, continuent d'accorder des lignes de trésorerie à l'UMP. Dans le même temps, le Front National, qui a une situation parfaitement saine sur le plan financier, aucune dette, pour financer ses campagnes électorales avec la certitude d'être remboursé, puisque le seuil des 5% des voix n'est pas un sujet pour une formation comme la nôtre, eh bien nous avons eu le refus catégorique de l'ensemble des établissements bancaires en France, qui nous a conduit à solliciter des banques étrangères. Il n'y a pas que le Front Donc, National je crois qu'il y a des difficultés. On sait que Valérie Pécresse, notamment pour sa campagne pour les régionales, faisait part de ses difficultés d'accès au crédit. Oui, mais je crois que c'est un vrai problème et je crois qu'il Daniel faut Lebecq, aussi encadrer tout ça par la loi. Une proposition parmi défiance des d'autres, mais citoyens, peut-être la défiance plus des banques importante, aussi vis-à-vis des partis compte tenu politiques. de ce qui s'est passé en 2012, l'élection majeure, l'élection présidentielle, mais c'est calamiteux. Devant les Français, on a expliqué qu'aucune des règles, aucun des plafonds de dépenses n'avait été respecté. C'est calamiteux comme exemple pour la vie démocratique. Donc une proposition et une seule,
donner à la commission qui vérifie les comptes de campagne les moyens de contrôler, vérifier les dépenses des partis politiques dans la période de la campagne présidentielle en temps réel, pas 6 mois après. Donnons-lui les moyens d'aller regarder les dépenses des partis, est-ce qu'elles bénéficient à tel candidat et est-ce qu'on est dans le cadre des règles définies. Voilà une proposition très simple. Excusez-moi, je voudrais nuancer un tout petit peu, si vous permettez, ce que vous venez de dire. En réalité, en 2012, il y a 2 candidats qui ont enfreint les règles en matière de financement, c'est François Hollande et Nicolas Sarkozy. Tous les autres candidats ont respecté les plafonds et souvent non seulement n'ont pas atteint le plafond maximal des dépenses autorisées, mais souvent n'ont même pas atteint ou à peine atteint le plafond, le demi-plafond, c'est-à-dire le plafond remboursable par l'État. Et d'ailleurs, c'est pas un phénomène nouveau puisque dans la campagne de 95, Roland Dumas, qui était président du Conseil constitutionnel, a reconnu que Édouard Balladur, les comptes d'Édouard Balladur et ceux de Jacques Chirac étaient tous les deux largement il faut contrôler en temps réel, et que finalement le Conseil constitutionnel les avait validés. Dites-nous, monsieur Bay, est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition que je viens de faire? Oui, non. Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord? Je crois, moi je suis d'accord avec, pour le renforcement de la transparence, j'apporterai quand même une toute petite nuance, si vous permettez, c'est qu'il faut quand même que les activités politiques gardent une vraie liberté, c'est-à-dire que c'est un principe fondamental, les partis politiques s'administrent librement, et il ne faut pas qu'il y ait des autorités qui parfois n'ont d'indépendance que le nom, dont les dirigeants, dont les présidents sont désignés par l'exécutif, qui pourra ensuite contrôler l'activité des adversaires politiques. Donc je crois qu'il faut faire attention, il faut encadrer les choses. Ça ne changera rien ce contrôle en temps réel, c'est ce que vous dites. Que les partis politiques conservent une vraie liberté, sinon nous serions dans une dictature. Si vous permettez. Oui, moi ça ne me gêne pas, au contraire, je pense qu'on ne réglera pas le problème comme ça. C'est un problème qui est beaucoup plus difficile à régler. Et encore une fois, il n'y a pas la campagne électorale toute seule, avec ses règles, enfin, etc. C'est à l'intérieur d'une société qui fonctionne d'une certaine façon, qui fabrique l'opinion d'une certaine façon. Et vous êtes passé maître dans l'art de fabriquer, vous aussi, l'opinion, avec les médias, vous les utilisez très bien, enfin, etc. Donc si on veut... Non, attendez. Si on veut... L'exposition médiatique du Front National est beaucoup moins importante, vous le savez bien. C'est ça. Vous connaissez les chiffres officiels. Si on veut, oui. Si on veut non, vous ne les connaissez pas. Si on veut vraiment développer la démocratie, je crois que c'est tout ça qui reste à repenser. Et ce que je crains, je suis d'accord avec vous si vous voulez, mais je crains que on ne laisse passer plein de choses à côté parce que c'est beaucoup plus compliqué c'est beaucoup plus compliqué que vous le. Daniel Lebay, comment ça se passe dans les autres pays Exactement comme je viens de dire, puisque c'est le Conseil de l'Europe qui parmi les recommandations que nous présentons, les propositions que nous faisons, elles viennent aussi du Conseil de l'Europe, qui s'inspire des meilleures pratiques des pays démocratiques en Europe. Voilà. Et il nous dit en particulier, votre autorité de contrôle indépendante, elle doit l'être, et à mon avis, elle l'est. Un ancien président de la Cour des comptes, moi je le respecte. Et permettez-moi de dire, monsieur Bay, que quand on est convoqué par des magistrats, un responsable politique et ses avocats, et qu'on dit je ne déférerai pas la convocation du magistrat, on est sur une mauvaise pente. Parce que comment faire accepter aux citoyens, eux, de respecter la justice et la police quand des responsables politiques prennent l'attitude que je viens de dire. Mais vous savez très bien qu'ils agissent sur ordre du parquet, qui lui-même agit sur ordre de Mme Taubira, qui est une adversaire politique. Pas du tout. Bien sûr que si. Vous savez très bien que l'indépendance de la justice, elle est bien souvent mise à mal par les pratiques politiques. Et c'est d'être d'une candeur absolue que de croire qu'il y a une indépendance absolue de la magistrature en France. Mais vous êtes en train de délégitimer une institution essentielle de la démocratie qui s'appelle la justice. Mais vous avez le droit de croire à ce genre de fable, mais la réalité concrète en France, c'est que nous n'avons pas une magistrature indépendante, et vous le savez très bien. Et bien pour le coup, Nicolas Bay, le Sénat vient d'adopter un projet sur l'indépendance des magistrats justement, et je vous propose d'écouter la réaction de Christiane Taubira après l'adoption de ce texte. Peut-être qu'un seul regret, c'est que, Madame la garde des Sceaux, vous n'ayez pas été d'une grande clarté, même un clair-obscur, quant à la future réforme du parquet pour sauver le parquet à la française. J'espère que vous saurez prendre des risques, Madame la garde des Sceaux, et que vous encouragerez le président de la République à prendre des risques. Je vous rappelle que la dernière réforme constitutionnelle de 2008, il n'y a eu qu'une seule voix de majorité. Il y a sûrement des Jack Lang partout.
Et il n'y a pas de raison que la future réforme échoue. Donc, dans l'espoir que nous avons fait aujourd'hui un premier pas vers l'organisation, que le second est pour conforter le parquet à la française, nous voterons ce texte. J'attends avec un peu de sérénité que l'Assemblée nationale nous communique une date pour le débat de ce texte, pour lequel j'éprouve une grande impatience, dont j'ai expliqué les motifs, indépendamment de considérations personnelles ou d'appréciations subjectives, une impatience qui est liée au fait que nous devons consolider l'appartenance du parquet à la française au sein de l'autorité judiciaire et l'imposer d'une certaine façon par cette consolidation à l'analyse qu'en fait la Cour européenne des droits de l'homme. 17h30 sur Public Sénat, tout de suite le rappel des titres. Le gouvernement dévoile la réforme du Code du travail. Une mission va être confiée à l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter. Le Premier ministre Manuel Valls veut également réduire le nombre de branches professionnelles. On en parle dans notre débat à 18h. Le Sénat part en guerre contre les autorités administratives indépendantes. Une commission d'enquête propose de réduire leur nombre par 2. Pour en parler, Jacques Mézard, président du groupe RDSE, sera l'invité du face-à-face. Il répondra aux questions de Perrine Tarnot dans un instant. Audition de Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions. Elle a été entendue par les sénateurs de la Commission de la Culture du Sénat. Vous entendrez les temps forts de son intervention, mais également les réactions des sénateurs au micro de Saveria Rojek. Et vous pouvez toujours réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner aujourd'hui jusqu'à 18h30, nos journalistes en direct, Saveria Rojek et Tam Tranui. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on ouvre ce multiplex avec Saveria Rojek. Vous êtes avec le sénateur Europe Écologie Les Verts, André Gattolin. Il sort à l'instant de l'audition de Delphine Ernotte. Oui, Delphine. Alors, l'audition de Delphine Ernotte vient tout juste de s'achever devant la Commission de la Culture. André Gattolin, la présidente de France Télévisions, a présenté devant les sénateurs son projet, son programme pour le groupe. Est-ce qu'elle vous a convaincu? Quel est votre sentiment déjà à l'issue de cette audition? Globalement, j'ai eu l'occasion de la rencontrer déjà plusieurs fois dans le cadre de l'élaboration du rapport que j'ai fait sur la télévision publique avec mon collègue Jean-Pierre Leleu. Je trouve qu'il y a eu une évolution, en tous les cas qu'elle a lu attentivement nos préconisations. Donc ça, c'est une bonne chose. Ce type de présentation est toujours quand même succinct. Je dirais que si sur les grandes orientations, j'ai une satisfaction globale, plus précisément, j'aurais aimé en savoir davantage, notamment concernant la politique de contenu. Elle a défini une redéfinition du bouquet France Télévisions avec un positionnement rapide des différentes antennes. J'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus précis, mais c'était peut-être pas l'objet ici. Il y a un autre dossier important qui a été évoqué, qui est la création de cette chaîne d'information en continu. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle a répondu aux interrogations des sénateurs sur le financement, notamment de cette chaîne? Alors, sur le financement, elle a expliqué que les moyens, les contenus existaient au sein des rédactions de France Télévisions et de Radio France. Nous, on est un peu moins satisfaits sur la définition. Elle parle d'une chaîne numérique. Je ne suis pas sûr qu'il faille que ce soit une chaîne linéaire, mais on doit être plutôt aujourd'hui dans un type d'application qui permet à un public jeune, à partir des nouveaux médias, des nouveaux moyens de communication, de saisir, je dirais, l'information quand on le veut et de la manière dont on le veut. Donc tout ça a été peu défini. Donc la question budgétaire qui est afférente dépend tout à fait du support. Bien sûr, le numérique coûte pas cher, mais une chaîne en linéaire et continue est de toute façon coûteuse, suppose une ligne éditoriale au-delà de la compilation de ce qui existe. Une dernière question. Les sénateurs ont voté récemment votre proposition de loi sur la suppression de la publicité dans les programmes jeunesse. On ne sait pas quel sera l'avenir du texte à l'Assemblée en raison de l'opposition du gouvernement. Quelle est la position de Delphine Ernotte sur cette question? Alors moi, j'ai eu l'occasion d'en parler avec elle. Elle y était favorable à condition qu'on lui donne des compensations budgétaires. Moi, je lui ai expliqué que dans une proposition de loi comme cela, je ne pouvais pas refaire les budgets. Donc elle a plutôt, je dirais, milité avec la ministre de la Culture contre l'adoption de ce projet parce qu'elle voulait des contreparties à la baisse de recettes publicitaires que ça allait créer. Mais elle
elle a bien compris le sens de tout cela. Moi, je pense que c'est une question de raison. Je pense que le rôle du service public, c'est de protéger les publics les plus fragiles. C'est bien d'avoir interdit la publicité après 20 heures. Je crois que ça serait mieux de protéger déjà nos enfants qui sont en télégarderie, souvent le matin, devant la télévision. Et j'ai bon espoir. Je pense qu'elle sera présentée dès l'année prochaine à l'Assemblée nationale et que là, la raison, comme au Sénat, se fera entendre. André Catelin, merci. On va suivre donc l'avenir de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Saveria. Dans l'actualité au Sénat aujourd'hui, la publication du rapport de Jacques Mézard, président du groupe RDSE, sur les autorités administratives indépendantes, Hadopi, CSA ou encore CADA. Elles sont trop nombreuses pour le sénateur qui propose de réduire leur nombre de moitié. Pauline Dame. CSA, AMF ou encore CNIL, on les appelle les autorités administratives indépendantes. Leurs pouvoirs peuvent être importants. Elles sont chargées de faire respecter les droits des citoyens et de réguler des secteurs économiques comme l'énergie avec l'autorité de sûreté nucléaire. Pourtant, elles ne sont soumises à aucune autorité et leur contrôle fait souvent défaut. Depuis une dizaine d'années, elles prolifèrent. Plus d'une entité créée par an depuis 2006. On en compte aujourd'hui 42 en France. Un désengagement de l'État que condamne Marie-Hélène Deségaux. Nous avons vu des AI qui n'ont jamais été contrôlés, même par la Cour des comptes. Il était absolument important à ce stade-ci de mettre fin à ce délitement, parce qu'il y a délitement de l'action de l'État. Plus de contrôle et une meilleure organisation. C'est l'objectif du rapport Un État dans l'État. Pour faire le ménage, la commission d'enquête du Sénat propose de diviser par 2 le nombre d'autorités administratives indépendantes. Aujourd'hui, 90% de leurs présidents appartiennent au grand corps de l'État. Cour des comptes, Cour de cassation, Conseil d'État. Pour garantir une meilleure indépendance et éviter le phénomène d'entre-soi, les règles de déontologie seront renforcées. Enfin, un document financier présentant les principales données financières et budgétaires pourrait être intégré au projet de loi de finances. Les autorités administratives indépendantes sont financées par l'argent public. Alors que l'État est mis au régime, elles coûtent chaque année 600 millions d'euros, un chiffre en hausse de 10% au cours des 5 dernières années. Tout de suite, l'invité du face-à-face, Jacques Mézard, président du groupe RDSE, à l'origine de cette commission d'enquête sur les autorités administratives indépendantes. Il est interrogé par Perrine Tarnaud. C'est à vous, Perrine. Bonjour Jacques Mézard. Donc, Un État dans l'État, c'est le rapport sorti aujourd'hui de votre commission d'enquête. Après 6 mois d'enquête, une quarantaine d'auditions, vous voulez mettre fin à la prolifération des autorités administratives indépendantes en France. Mais qui doit faire le ménage? Est-ce que c'est vous, parlementaires, ou le gouvernement? L'idéal, ce serait que les deux s'y mettent. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes le Parlement, donc nous avons abouti à un certain nombre de conclusions dont nous souhaitons, en tout cas les membres de la commission d'enquête, qu'elles soient suivies d'un texte législatif, non pas pour supprimer toutes les autorités administratives indépendantes. Il y en a 42 aujourd'hui, comme l'a rappelé le reportage. 42. La première a été créée en 1978, on est à 42, tout cela n'est pas raisonnable. En moyenne, en créer une par an, ce n'est pas une bonne chose. Il est donc nécessaire aujourd'hui d'abord de faire le tri dans celles qui sont utiles ou non. Et dans votre rapport, vous en ciblez quand même utile. Certaines. Quelles sont celles que vous voulez supprimer? Parce que vous en ciblez certaines dans votre rapport. Oui, mais nous avons ciblé par exemple Hadopi ou la commission concernant les comptes de campagne, les comptes de campagne présidentielle, parce que le président lui-même, qui est le président, d'ailleurs le vice-président du Conseil d'État, a dit il faudra, ce serait logique de le faire. Mais il ne s'agit pas de faire le tri entre utile et pas utile. Il y a des autorités. Alors ça doit être quoi les critères de tri du coup? Non mais les critères, ça s'appelle comment? Ça s'appelle autorité administrative indépendante. Bon. Donc ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui c'est un peu la jungle. C'est-à-dire que, par exemple, le gouvernement considère qu'il y en a 42 lorsqu'il s'agit de les assujettir aux dispositions de la Haute Autorité Transparence, mais quand il s'agit de faire le tri sur la parité, et là, il y en a 2 fois moins. Donc le gouvernement lui-même a une approche à géométrie variable là-dessus. Nous considérons, nous, que le Parlement doit dire quels sont les critères qui sont nécessaires pour
être autorité administrative indépendante. Et le Parlement doit donc entériner la création de futures autorités administratives. Voilà. Et même aujourd'hui, donc, doit délibérer sur les critères pour que ce soit des autorités administratives indépendantes. Et bien sûr, doit fixer la liste de ces autorités administratives indépendantes. Mais aujourd'hui, en tant que parlementaire, vous avez pourtant voté pour la création de certaines de ces autorités administratives qui sont souvent créées par le biais d'amendements dans des projets de loi. Oui. Donc vous êtes co-responsable finalement de cette prolifération. Le Parlement est co-responsable. Moi, personnellement, je ne siège pas depuis 1978. Hein. Non, mais comme vous l'avez dit, sur les 10 dernières années, il y a une accélération dans la création de ces autorités administratives. Il y a une accélération. Ce n'est pas la responsabilité principale du Parlement. Parce que dans la plupart des cas, cela fut des initiatives de l'exécutif. Bon. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on aboutit à un délitement de l'État. Par exemple, dernièrement, en 2014, il y a eu la création de ce médiateur du livre. Ça a été fait par le biais d'un amendement dans un texte, donc amendement qui a été voté et entériné par les parlementaires. On dit aujourd'hui que le ministère de la Culture voudrait peut-être créer un médiateur de la musique. C'est quoi? C'est finalement les ministères, les ministres qui n'assument plus leurs responsabilités? Il y a différentes causes. Il y a eu des réactions à des scandales. L'affaire Cahuzac a donné la haute autorité de transparence. D'autres autorités ont été créées. C'est utile. Vous ne le niez pas, la haute autorité sur la transparence. Nous ne disons pas il faut toutes les supprimer. Nous disons il y en a trop. Il faut définir des critères applicables à toutes. Et il faut, dans le fonctionnement de ces autorités, avoir des règles de fonctionnement qui soient applicables à toutes, ne serait-ce qu'au niveau déontologique. Aujourd'hui, il y en a qui ont une déontologie stricte et il y en a d'autres qui n'ont aucune règle de fonctionnement. Donc vous proposez de créer un code de déontologie. Voilà, d'appliquer un certain nombre de contraintes, de règles applicables à toutes ces autorités administratives indépendantes. Donc en réduire le nombre, c'est une nécessité, mais ce que nous disons aussi, mais on ne peut pas tout faire dans le cadre d'une mission d'enquête, mais aujourd'hui nous sommes dans un processus qui devrait être de simplification. On multiplie les autorités administratives indépendantes, on multiplie les hauts conseils divers et variés, les commissions autour du Premier ministre, les agences nationales. Ce n'est pas raisonnable, ça coûte cher, cela aboutit à une complexification de tout. Et il faut aujourd'hui aller en sens inverse. Et ça signifie quoi de la vie publique aujourd'hui, cette prolifération selon vous? Cette prolifération, c'est la réponse à des questions qui sont posées au quotidien. Un problème, on crée une commission, on crée une autorité administrative. Donc une solution de facilité. Une solution de facilité, c'est la réponse à des questions qui prennent un certain nombre de temps et de... Je dirais, c'est un réflexe. C'est un réflexe. Et puis c'est aussi, il faut le dire, malheureusement, il y a dans ces autorités administratives indépendantes, on trouve un peu toujours les mêmes. Bon, ce qui n'est pas non plus une très bonne chose, nous l'avons dit. Et puis il faut que le Parlement contrôle ces autorités administratives indépendantes. Quand on parle du CSA, ça a quand même été à l'ordre du jour. Mais justement, j'allais y venir, le CSA, parce que ça avait été une des auditions les plus tendues de votre commission d'enquête. Alors, je m'apprêtais à trouver dans ce rapport une attaque un petit peu plus frontale contre le CSA, et puis rien, pas une ligne. Et pourtant, un peu partout, les critiques se multiplient sur le double pouvoir du CSA, pouvoir de nomination et pouvoir de contrôle. Non, ça, nous le disons. Mais notre commission d'enquête n'avait pas pour but de cibler une action contre telle ou telle autorité administrative indépendante. C'était... Vous en ciblez pourtant certaines, hein. Non, mais on peut-être un peu moins de pouvoir que le CSA. Non, mais on ne cible pas particulièrement tel ou tel. Nous avons une approche transversale en disant il y en a trop, il faut limiter le nombre, faire attention dans la création de nouvelles, leur appliquer un certain nombre de règles, et puis aussi faire en sorte que le Parlement fasse réellement un contrôle, et nous disons dans quelles conditions nous pourrions le faire. Vous avez parlé du CSA, moi j'ai auditionné le président du CSA, je me suis même rendu au CSA pour auditionner un membre des collèges. Nous disons un certain nombre de choses, mais l'objet de la mission d'enquête, c'était pas d'être ciblé sur le CSA. Ceci étant, ce que nous avons constaté sur le CSA,
hein, c'est que les dispositions nouvelles quant au pouvoir de nomination du CSA ont montré que ça fonctionnait très mal et que finalement c'était pire que l'ancien système de désignation par le président de la République. Et que donc il est nécessaire de changer. Bon. Mais ça, vous laissez le dossier au gouvernement ? Ou peut-être au futur gouvernement après l'élection présidentielle sur le CSA? Tout à fait, c'est pas, nous n'avons pas là-dessus à légiférer immédiatement. Un autre point important de votre rapport, c'est sur la composition de ces autorités administratives indépendantes. Vous dites qu'elles sont trustées essentiellement par les grands corps constitués de l'État. Vous voulez plus de diversité en faisant entrer qui à la tête de ces autorités administratives indépendantes? Des parlementaires, par exemple? Non, pas des parlementaires, parce qu'à partir du moment où le Parlement doit, pour nous, assumer un véritable contrôle de ces autorités, il n'est pas sain qu'il y ait beaucoup de parlementaires à l'intérieur de ces autorités. Ce que nous avons constaté, c'est que sur 544 membres des collèges, sur 42 autorités administratives, aujourd'hui, il y en a plus de 160 sièges qui sont occupés par des grands corps de l'État. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents. Ils les président. Pas presque toutes, mais une grande proportion. Peut-être une garantie d'indépendance aussi. Enfin, c'est quand même ce que certains de nos collègues ont qualifié un entre-soi. C'est quand même un monde, j'ose pas dire à part, qui a des qualités, qui a des compétences. Mais si vous faites entrer le privé, ce sont tous les lobbies qui s'engouffrent à ce moment-là. On n'est pas obligé de faire, comme vous dites, entrer le privé. D'ailleurs, dans certains collèges, il y est déjà. Non, nous pensons qu'il faut une diversité. Quand il s'agit de questions juridiques, de sanctions, il n'y a pas que le Conseil d'État, la Cour de cassation ou la Cour des comptes. Il y a des tribunaux administratifs, il y a des tribunaux de grande instance. Quand je dis qu'on peut diversifier, il y a des universitaires, il y en a un certain nombre. Il y a les moyens aujourd'hui de diversifier. Parce que si on continue à en créer, d'ailleurs, je ne sais pas comment le Conseil d'État et la Cour des comptes pourront répondre à la demande. Bon, ils le disent eux-mêmes. Un État dans l'État, c'est donc votre rapport, Jacques Mézard, qu'on peut consulter sur le site internet du Sénat, et avec un texte qui va être déposé et un examen, un débat en séance prévu pour quand? Alors, nous avons ceux qui ont participé, en tout cas une grande partie de ceux qui ont participé à cette mission d'enquête, la volonté que ce rapport soit suivi d'un texte législatif. Oui, parce qu'il y a déjà eu 2 rapports comme ça avant vous, et ça n'a pas produit beaucoup d'effets. Pas suffisamment, mais le doyen Gélard avait fait du bon travail que nous avons utilisé. Et donc nous ferons le nécessaire pour qu'un texte vienne devant le Sénat dans le courant du premier semestre 2016, et je vous assure que c'est ce qui se passera. Merci beaucoup Jacques Mézard. Donc, discussion à suivre au Sénat, Delphine. Merci beaucoup Jacques Mézard, merci beaucoup Perrine. Et pour être tout à fait complet sur ce sujet, le documentaire de Faustine Saint-Geniès est à voir vendredi à partir de 17h sur l'antenne de Public Sénat. Elle a suivi les travaux de votre commission d'enquête. Le budget de la sécurité sociale examiné en commission par les sénateurs. Ce texte doit ramener le déficit de la sécurité sociale sous le seuil des 10 milliards d'euros. Déjà adopté par l'Assemblée nationale, il arrive en séance au Sénat le 9 novembre. Sophie Normand-Couturier. Le rapport de la commission ressemble sensiblement au texte voté par les députés, à quelques exceptions près et non des moindres. Car les sénateurs proposent notamment 2 amendements. 3 jours de carence pour le personnel hospitalier et la retraite à 63 ans pour tous. 3 jours de carence parce que c'est ce qui existe aujourd'hui pour tous les salariés du privé. Donc nous souhaitons qu'il y ait une mesure équitable, juste et qui concerne tout le monde. Et puis en ce qui concerne effectivement les 63 ans, on a introduit un amendement qui tient compte en quelque sorte de l'accord paritaire qui va être signé entre les principaux syndicats et puis le patronat sur les retraites complémentaires. Des amendements qui font bondir les communistes. Ils ont voté contre l'ensemble du projet qu'ils jugent trop à droite. Donc la droite n'avait pas grand-chose à faire. Elle a quand même trouvé moyen de rajouter la retraite à 63 ans et les jours de carence. Et je pense qu'au moment du PLF, ils feront les 3 jours de carence généralisés sur l'ensemble des salariés. Je trouve que c'est symptomatique de la volonté de la droite de ne surtout pas porter atteinte, de leur point de vue, porter atteinte aux entreprises, à tout ce qui a pu être mis en place pour faire plaisir au MEDEF en réalité.
Le texte arrivera en première lecture dans l'hémicycle du Sénat lundi prochain. Et on poursuit notre multiplex, vous le savez, c'est le principe de cette émission. On retrouve tout de suite Tranui, toujours en direct de l'hémicycle du Sénat. Tam, les sénateurs débattent du projet de loi pour une justice du 21e siècle. Quel est l'objectif de ce texte ? Écoutez, c'est un texte qui porte sur la justice civile, une justice qui fait bien moins souvent les gros titres des journaux que la justice pénale. Mais tout de même, c'est une justice essentielle car elle porte sur le quotidien des citoyens. On parle aussi bien des divorces que des problèmes de voisinage ou encore des problèmes de dette. Alors depuis tout à l'heure, les sénateurs ont concentré leur débat sur deux sujets principaux. D'abord, ils ont parlé de la mise en place d'un service d'accueil unique des justiciables, un service qui aura pour rôle d'informer les citoyens sur les procédures qui les concernent. C'est une véritable révolution judiciaire, a dit tout à l'heure dans l'hémicycle le sénateur socialiste Jacques Bigot. L'objectif, bien sûr, c'est de faciliter l'accès à la justice pour les citoyens. Autre sujet qui les a intéressés tout à l'heure, la conciliation qui est renforcée et qui est élargie. Alors je vous rappelle que la conciliation peut être exercée par un juge, mais elle peut aussi être exercée par un conciliateur qui est alors un bénévole. L'objectif, c'est le règlement des différends à l'amiable. Et l'idée, c'est bien sûr de renforcer la capacité des citoyens à agir en matière de justice, mais aussi de désengorger les tribunaux. D'ailleurs, tout à l'heure, Jacques Mézard y est allé de son objection. Jacques Mézard qui était votre invité. Jacques Mézard qui a dit qu'il s'agissait de déjudiciariser les conflits, de donner tous ces conflits à des conciliateurs qui n'ont pas toutes les compétences nécessaires alors que le juge, lui, les a. Merci beaucoup Tam, et je vous propose d'ailleurs de réécouter les temps forts de la discussion de ce projet de loi et on se retrouve tout de suite après pour la suite de Sénat 360. Nous l'avions dit dans l'intervention générale, nous sommes quelque peu déçus de ce texte et en tout cas du manque d'ambition. Nous aurions souhaité qu'il puisse aller plus loin et modifier en profondeur sur un certain nombre de points le statut et l'organisation de la magistrature. Nous regrettons en tout cas la réécriture, non pas la suppression, mais la réécriture de l'article 14 concernant notamment le juge de liberté et des détentions, un juge qui, y compris ces dernières semaines, ces derniers mois, est souvent sous le feu de l'actualité, avec une pression médiatique et sociale à son égard qui rend l'exercice parfois difficile. Nous regrettons donc le choix qu'a fait la Commission et qui a été confirmé ici en séance. Rappeler également que nous soutenons, et même si nous aurions souhaité qu'elles aillent plus loin, nous pensons qu'il faudra poursuivre dans l'objectif de rechercher notamment toujours plus de transparence. Souligner également les avancées en matière de prescription disciplinaire, mais au vu des remarques que je viens d'évoquer, nous nous abstiendrons sur ce texte. Oui, juste quelques mots pour moi aussi regretter un peu la façon dont la disposition sur les GLD a été modifiée. Mais ce qu'il convient de souligner à l'occasion de ce projet de loi, c'est vraiment des discussions qui ont fait avancer, qui ont fait progresser le statut de la magistrature dans le cadre de leur indépendance et de leur impartialité. Voilà, je pense que ce texte va encore évoluer dans la navette parlementaire et à la commission mixte paritaire, j'espère qu'on trouvera un accord parce que, encore une fois, nous avons très bien avancé dans ces questions très délicates concernant les rapports entre les citoyens et la magistrature et l'indépendance de l'institution judiciaire. Lors de la discussion générale, j'avais dit que nous abordions les discussions de ce texte dans un esprit d'ouverture, tout en insistant sur le fait que, bon, ce n'est pas un texte révolutionnaire, mais on finit par se méfier des apprentis révolutionnaires. Donc, nous avions souhaité aussi, c'est pas facile de faire une révolution qui sert à quelque chose,
j'avais aussi souhaité qu'un certain nombre de dispositions, notamment relatives à la cohérence du dispositif en matière de déclaration d'intérêt, puissent donc progresser. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu quand même un petit progrès qui a été fait, et je persiste à dire que c'est dommage qu'on reste au milieu du gué dans ces circonstances. Mais encore une fois, je crois que ce texte apportera un certain nombre de modifications positives, notamment quant au déroulement des carrières des magistrats, un peu plus de fluidité et peut-être un peu plus de capacité d'indépendance, bien que ce sujet est d'abord une question de caractère plus qu'une question de circonstances et d'environnement légal, donc juridique. Donc nous voterons ce texte. Le groupe Union centriste UDI apportera son concours à la réussite de ce projet de loi organique. Nous voyons avec satisfaction les travaux qui ont été menés ici, qui ont été, je crois, de qualité. On le doit très largement au rapporteur, qui a très bien amené les choses. Et je voudrais souligner le travail qu'il a fait, notamment s'agissant de la liberté et de la détention. Et je crois que la façon dont il a proposé, suivi par le Sénat concernant le JLD, est quelque chose de très important. Là, nous évite d'avoir des nominations de gens qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas encore la capacité d'être JLD, parce que c'est une fonction très particulière et très importante. Et la façon dont le Sénat a su traiter cette affaire, je crois, est la bonne manière. Peut-être qu'un seul regret, c'est que, Madame la garde des Sceaux, vous n'ayez pas été d'une grande clarté, même un clair-obscur, quant à la future réforme du parquet pour sauver le parquet à la française. J'espère que vous saurez prendre des risques, Madame la garde des Sceaux, et que vous encouragerez le président de la République à prendre des risques. Je vous rappelle que la dernière réforme constitutionnelle de 2008, il n'y a eu qu'une seule voix de majorité. Il y a sûrement des Jack Lang partout. Et il n'y a pas de raison que la future réforme échoue. Donc, dans l'espoir que nous avons fait aujourd'hui un premier pas vers l'organisation, que le second est pour conforter le parquet à la française, nous voterons ce texte. C'est une interprétation de votre part qui a sa part de fantaisie, de poésie et de libre considération, parce que nous avons eu quand même sur ce point des échanges extrêmement fournis. J'ai eu moi-même des remords ayant le sentiment de prolonger les débats, à revenir pour expliquer ce qu'il y avait dans le projet de loi constitutionnel, à rappeler l'écrêtement auquel vous aviez procéder par la réécriture de ce projet de loi, à indiquer ce qui me paraissait pouvoir constituer une réforme ample et ambitieuse, à dire que néanmoins, compte tenu de ce qui était du contenu de vos propos, ceux du président de la commission des lois, ceux du rapporteur et les vôtres vous-même, qu'il y avait, semble-t-il, dans cette assemblée en tout cas, un élan qui semble majoritaire pour considérer que dans l'état où le texte est sorti de la discussion du Sénat en juillet 2013, il serait possible peut-être d'espérer un vote majoritaire et pourquoi pas l'inaccessible étoile des 3/5 de vote pour le Congrès. Voilà. Donc, j'ai rappelé les engagements du président de la République, j'ai rappelé que le gouvernement a déposé le texte à l'Assemblée nationale. Voilà. Je ne vois pas quelle clarté supplémentaire il vous faudrait, sauf à me demander avec une brutalité qui ne ressemble ni à votre tempérament, ni à votre caractère, ni à votre philosophie, ni à votre mode, ni à votre comportement, me demander avec brutalité d'oublier la séparation des pouvoirs, de faire violence au Parlement et de considérer que l'exécutif tout seul décide quand il veut comment se
l'inscription de ce texte. Voilà, donc c'est une brutalité à laquelle je n'ai pas envie de procéder, ayant moi-même participé à une de ces chambres du Parlement. Par conséquent, j'attends avec un peu de sérénité que l'Assemblée nationale nous communique une date pour le débat de ce texte, pour lequel j'éprouve une grande impatience, dont j'ai expliqué les motifs, indépendamment de considérations personnelles ou d'appréciations subjectives, une impatience qui est liée au fait que nous devons consolider l'appartenance du parquet à la française au sein de l'autorité judiciaire et l'imposer d'une certaine façon par cette consolidation à l'analyse qu'en fait la Cour européenne des droits de l'homme. Je me permets, sans violence et sans brutalité, de rappeler à Madame la garde des Sceaux que l'ordre du jour prioritaire de l'Assemblée nationale, comme celui d'ailleurs du Sénat, dépend entièrement d'une décision gouvernementale. Et nous attendons cette décision pour que cette révision constitutionnelle puisse enfin aboutir. Il est 18h, merci si vous nous rejoignez en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres de Sénat 360. Ce n'est pas une réformette, mais une révolution. Manuel Valls a défendu sa réforme du Code du travail, une refonte sur 2 ans qui commencera par le temps de travail. Le Premier ministre veut aussi faire passer le nombre de branches professionnelles de 700 à 200. Débat à suivre dans un instant. Le Sénat part en guerre contre les autorités administratives indépendantes. Une commission d'enquête propose de réduire leur nombre par 2. Tous les détails dans un instant. Et puis adoption par le Sénat du projet de loi relatif à l'indépendance des magistrats. L'autre texte défendu par la garde des Sceaux, Christiane Taubira, sur la justice du XXIe siècle est toujours en cours de discussion. On fera le point dans un instant avec Tam Tranui. Et pour réagir à notre émission aujourd'hui, le hashtag Sénat 360 sur Twitter. Et puis pour nous accompagner jusqu'à 18h30, nos journalistes toujours en direct de l'hémicycle, Tam Tranui, mais aussi Saveria Rojek. Le multiplex, c'est tout de suite. Et pour commencer ce multiplex, on va tout de suite retrouver Saveria Rojek avec votre invité, Saveria, le sénateur communiste du Nord, Éric Bocquet. C'est à vous, Saveria. Oui, alors Éric Bocquet, en quelques jours, on l'a vu, le gouvernement a reculé sur plusieurs réformes importantes. La réforme de la DGF, maintenant l'abandon de l'allocation adulte handicapé. Comment vous interprétez ces reculades? Est-ce que c'est uniquement de la fébrilité à l'approche des élections régionales? Le contexte électoral ne doit pas être tout à fait étranger à cela, effectivement. On sait que le contexte est tendu électoralement, d'après ce qu'on nous annonce ici et là. Mais je crois que c'est aussi l'illustration d'un certain autisme de la part du gouvernement depuis quelques années, puisque la clé de voûte des décisions prises en matière budgétaire depuis des années, c'est la réduction de la dépense publique, au nom des dogmes européens notamment, au dernier traité Sarkozy-Merkel qui n'a pas été remis en question. Donc tous les budgets successifs s'inscrivent dans cette logique. Et donc à un moment donné, ça casse, quoi. À force de ne pas écouter les gens, c'est là où je parle d'autisme, eh bien, les réactions se font entendre, mais ça n'est pas nouveau. Souvenez-vous, il y a quelques années, la réaction des pigeons, qui avaient aussi réagi de manière assez spectaculaire sur certaines dispositions du budget, et avait amené un recul. Le gouvernement cède systématiquement face aux pressions de la rue, c'est ce que non, pas systématiquement non, parce qu'il y a eu des manifestations importantes qui n'ont pas été forcément entendues, parce que on nous a expliqué. Non, mais la manifestation des avocats sur l'aide juridictionnelle, ils ont finalement été entendus. Les pigeons, vous y faisiez référence. Oui, non, mais voilà, ça veut dire que ce gouvernement est capable d'entendre. Il faudrait qu'il le fasse de manière systématique et pas de manière précipitée comme c'est le cas aujourd'hui. Sur la réforme des dotations aux collectivités, est-ce qu'il fallait vraiment reporter cette réforme? Parce qu'on sait que c'était quand même une réforme attendue par beaucoup d'élus locaux. Elle est attendue, effectivement. Tout le monde est d'accord sur le constat que ce système de répartition de la DGF est injuste, entraîne de fortes inégalités, je pense aux communes rurales et aux communes urbaines notamment. Donc cette réforme, effectivement, est nécessaire et reste à l'ordre du jour. Mais la proposition qui nous est faite à nouveau s'inscrit toujours dans cette logique de réduction des dotations aux collectivités, 3,5 milliards l'an dernier, à nouveau l'an prochain, puis 2017. On est dans un contexte contraint, et donc c'est de plus en plus compliqué. Donc c'est aussi le mauvais moment et surtout la mauvaise façon de présenter cette DGF aux élus locaux qu'on aurait dû également entendre. Dû anticiper. Je pense. Un mot sur une autre réforme, la réforme du Code du travail. On en connaît les grandes lignes depuis cet après-midi. Et là encore, peu de choses. Est-ce que, là encore, c'est une reculade, c'est une réforme à minima? Le gouvernement recule? On sent une certaine prudence, effectivement, une certaine réserve. Mais moi, ce que j'ai en tête, c'est que c'est pas le Code du travail en soi qui est l'origine de nos difficultés économiques et du nombre de chômeurs dans ce pays. Certainement pas. On vit une période de dérégulation forcenée depuis 3 décennies aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est
c'était le tour du Code du travail, d'être dans le cœur de cible. Donc effectivement, on sent beaucoup de prudence, mais le souci que j'avais en tête, c'est qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait dans deux entreprises différentes sur un même territoire deux règles et deux droits différents par rapport aux travailleurs, aux salariés. Donc un code de travail doit rester unique sur tout le La territoire. loi de la République est aussi valable dans les entreprises, quelles qu'elles soient. Très bien, on vous a entendu Éric Bocquet, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Saveria. À présent, on retrouve Tam Trani, toujours en direct de l'hémicycle du Sénat. Tam, on le disait, les sénateurs qui débattent en ce moment même du projet de loi pour une justice du 21e siècle. Où en est-on exactement dans les débats, Tam ? Alors je vous le disais, c'est un texte sur la justice civile, la justice du quotidien. On parle des divorces, on parle des problèmes de voisinage, on parle des dettes. C'est un texte qui avait fait l'objet d'une grande consultation citoyenne et qui s'annonçait comme l'un des textes marquants de Christiane Taubira, qui avait marqué le quinquennat de François Hollande. Il n'y avait qu'à voir ce titre, Justice du 21e siècle. Et finalement, eh bien, c'est un texte plutôt modeste. Et d'ailleurs, les sénateurs ont rebaptisé ce texte en commission, qui est devenu un texte sur l'organisation judiciaire et sur les actions de groupe. Les actions de groupe, justement, c'est l'une des parties les plus importantes de ce texte. C'est la moitié des articles. Les sénateurs ne sont pas encore en train de discuter de ça, mais c'est l'un des points essentiels. Cette action qui existe déjà dans le domaine de la consommation grâce à la loi Aumont, qui existera bientôt dans le domaine de la santé, grâce au projet de loi santé actuellement débattu au Parlement, va exister dans le domaine de la discrimination, et cela c'est grâce à ce texte. Enfin, pour terminer, et ce n'est pas du tout anecdotique, l'autre point important sur cette justice du 21e siècle, c'est que qui dit justice du futur dit justice connectée, dit justice 2.0. La modernisation de notre système judiciaire passe par le net, et là-dessus, tout le monde est d'accord. Et d'ailleurs, le texte prévoit la mise en place d'une plateforme Internet qui permettra aux justiciables d'engager des procédures et de les suivre en ligne. Merci beaucoup Tam pour toutes ces précisions. Je vous le disais, on en sait désormais un peu plus sur la réforme du Code du travail envisagée par le gouvernement. Manuel Valls a dévoilé cet après-midi les grandes lignes de son projet de loi. Alors, comme prévu, la réforme ne touchera pas ni au contrat de travail, ni au SMIC, ni à la durée légale du travail. On voit tout de suite le détail avec Mounir Soussi. On en débat juste après avec nos invités. Myriam El Khomri se donne 2 ans pour réformer le Code du travail. Un des objectifs principaux, favoriser et assouplir le dialogue social et la négociation dans les entreprises à travers des accords de branche renforcés. Des branches dont le nombre va fondre. De 700 aujourd'hui, le gouvernement veut voir leur nombre passer à 200. Mais pour les PME, cette solution a ses limites. Les entreprises de petite taille n'ont pas forcément de représentants syndicaux. Alors pour combler cette absence, elles font une proposition. Qu'une entreprise puisse elle-même, avec l'ensemble de ses salariés, à travers un référendum, puis pouvoir décider de son organisation à venir, nous paraît du bon sens. C'est ce qu'attendent beaucoup les acteurs de terrain. Cette idée ne figure pas dans la feuille de route de la ministre, qui doit composer avec 3 lignes rouges imposées par le président de la République. La réforme ne doit pas toucher au contrat de travail, au SMIC et à la durée légale du temps de travail. Les 35 heures seront garanties dans la loi, mais les discussions sont ouvertes. Abordée de cette manière, la refonte du Code du travail ne bénéficiera qu'à ceux qui ont déjà un emploi. Il faut essayer de travailler sur comment fait-on en droit du travail pour permettre l'accès à l'emploi de ceux qui n'en ont pas. Et là, on a une approche qui devient assez différente de celle qui a toujours été le cas en droit social, et donc on est obligé de travailler sur les contrats, par exemple, et ou sur les salaires, et ou sur le coût du travail. Myriam El Khomri est au début de son chantier. Une deuxième phase de concertation avec les partenaires sociaux est prévue. Le gouvernement souhaite que le projet soit prêt au printemps 2016 pour une adoption dans l'été. Et on ouvre le second débat de ce Sénat 360 avec nos invités ce soir sur ce plateau. François Calfon, bonsoir. Bonjour. Vous êtes conseiller régional pour le Parti Socialiste, conseiller régional d'Île-de-France. Merci d'être avec nous. Jean-Marc Gabouty est également sur ce plateau, sénateur UDI-UC de la Haute-Vienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'accueille également Gilles Berset. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie associé à l'Université d'Aix-Marseille, co-auteur avec Jacques Barthélémy du livre Réformer le droit du travail aux éditions Édile Jacob. Stanislas Debensma
Hoffmann est également avec nous. Bonsoir, vous êtes président de Croissance Plus et vous êtes également auteur d'un livre sur les 35 heures. Merci à tous les quatre d'avoir accepté ce débat. François Calfon, c'est un nouveau chantier social périlleux qui s'ouvre pour le gouvernement. Même si Manuel Valls se défend d'une réformette, on l'a entendu, ce texte présenté eh bien aujourd'hui reste peut-être en deçà des ambitions. Vous savez, entre les totems et la réalité, il y a un pas et il y a un chemin qu'il faut pouvoir tracer. Donc, sur la question du marché du travail, du code du travail, ni dynamitage, parce que c'est une posture totalement idéologique qui va bloquer les processus de discussion. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'accords d'entreprise, y compris en matière de restructuration. Je comptais qu'il y a 60% d'accords majoritaires d'entreprise, y compris sur des sujets de restructuration. Donc, il n'y a pas besoin de faire peur à ce qui fonctionne. Donc pas d'inanimité, mais pas non plus de statu quo. Quel est le chemin? Celui de la négociation collective. Alors tout de suite on rentre dans la technique, ça plaît moins aux médias, mais la réalité c'est que l'outil qui fonctionne en Allemagne, par exemple, les branches professionnelles où on a des syndicats de branches, on pense à IG Metall, c'est la bonne voie pour finalement faire évoluer les pratiques sociales, permettre, et c'est déjà le cas en réalité, qu'on puisse, quand il y a une difficulté économique, et pourquoi pas au-delà, jouer, c'est-à-dire sur le temps de travail ou sur les salaires avec un accord majoritaire. En réalité, ça se pratique beaucoup, mais il faut donner peut-être plus d'ampleur à ça en simplifiant les outils. Et effectivement, d'où la proposition de Manuel Valls, effectivement. Mais oui, parce que c'est important. On a 700 branches professionnelles. Il y en a à peine, il y en a à peine 200 qui fonctionnent. Donc c'est bien de supprimer celles qui ne fonctionnent que sur le papier. Ouais, on va faire réagir Jean-Marc Gabouty. Que pensez-vous bien de ces grandes lignes dévoilées aujourd'hui par le gouvernement? Est-ce que c'est une réforme à minima ou une vraie révolution, comme a dit Manuel Valls? Première chose, c'est une bonne intention. Et je peux même dire qu'on aurait dû s'y attaquer plus tôt, tout gouvernement confondu. Ensuite, est-ce que ce sera une réformette ou une grande réforme? Tout dépendra du contenu. C'est-à-dire, au-delà des intentions, il faut voir ce qu'il en sortira. Moi, ce que je regrette a priori, c'est que déjà, le Premier ministre et le gouvernement mettent des freins, c'est-à-dire on ne va pas toucher à ceci, on ne va pas toucher à cela. Je crois qu'il faut tout mettre sur la table. Il n'est pas question de tout casser, mais de revoir en profondeur. Et effectivement, l'orientation donnée de dire le Code du travail, c'est un cadre dans lequel on va pouvoir agir et définir les droits fondamentaux des travailleurs et ce qui relève des contrats de branche et des accords d'entreprise. Ça, la méthode, elle est bonne. Ensuite, il faut voir sur quoi on débouche. Et je crois qu'il ne doit pas y avoir de sujet tabou. On doit pouvoir aborder tous les sujets dans ce cadre-là. Et ça pourrait être une réforme intéressante et consensuelle. Parce que il faut à la fois défendre les droits des travailleurs, qui soient maintenus, et en même temps donner de la souplesse, puisqu'on n'est plus dans la même économie. On n'est plus dans une économie fermée, hexagonale. On est dans une économie mondiale. Et il y a un lien entre la performance des entreprises et la souplesse qui peut exister. Et indirectement également, je dirais, le niveau de l'emploi. Ouais. Gilles Berset, ce code du travail, on le rappelle, créé en 1910, c'est vraiment un boulet pour les entreprises dans la compétitivité mondiale qui se plaignent régulièrement de sa lourdeur et de sa rigidité. Alors est-ce que les propositions mises sur la table par le gouvernement vont permettre justement de le transformer, ce code du travail? Cette voie de réforme est une voie de réforme très très favorable, très équilibrée. C'est la voie de réforme qui est préconisée dans le rapport Combrexel, qui s'inspire lui-même des travaux qu'on a pu mener depuis une dizaine d'années avec Jacques Barthélemy, qui consiste à essayer de chercher un équilibre gagnant-gagnant entre les entreprises et les salariés. L'intérêt de l'entreprise étant témoigné, si j'ose dire, par la signature dans l'accord collectif du représentant de l'entreprise, et l'intérêt davantage de protection pour les salariés, recevant aussi comme témoignage la signature des représentants légitimes et majoritaires des salariés. C'est cette logique de réforme, vous voyez, qu'on préconise déjà depuis une dizaine d'années, qui est retenue, et je crois que c'est la bonne logique de réforme puisqu'elle est équilibrée. Maintenant, je peux regretter, comme les précédents intervenants, qu'on commence, avant même de l'engager concrètement, à en donner des limites très fortes. La ligne rouge à ne pas franchir, c'est ce qu'avait dit François Hollande. Avant de savoir concrètement quelles sont, dans la diversité des entreprises, dans la diversité des situations des salariés, localement, par rapport au risque de chômage, par rapport à l'exposition à la concurrence internationale, quels sont les besoins et les attentes sur le terrain. Vous voyez, cette totémisation est contraire même à l'esprit, à la logique de cette réforme, et c'est ça qui est regrettable. On commence, avant même d'engager le processus, à dire « Ah, mais on va pas toucher à ça. Ah, mais on va pas toucher à ça. »
c'est regrettable. Ouais. Stanislas de Bensman, vous, quel regard portez-vous sur ces annonces du gouvernement? Et justement, à qui s'adresse réellement cette réforme? Puisqu'on imagine que dans les grandes entreprises, eh bien, ça pourra bien se passer, mais dans les plus petites, ça risque de poser problème. Alors, d'abord, effectivement, il y a un très bon point, c'est qu'il y a petit à petit un consensus transcourant politique qui s'installe sur le fait qu'on a construit un droit du travail qui était petit à petit, à force de mauvaises mesures, de demi-mesures, est devenu un boulet, vous le faisiez remarquer. Tout n'est pas mauvais dans le droit du travail, mais c'est devenu un carcan, et l'esprit qui habite ce droit du travail, c'est essentiellement un esprit de méfiance qui s'est construit beaucoup contre l'entreprise et l'employeur, parce qu'il y avait une culture française très orientée sur l'entreprise est un lieu de contrainte et de souffrance, et on essaie de protéger. Ça, plus ça va, plus on rentre dans la nouvelle économie, plus c'est un esprit totalement aberrant. Alors, je trouve ça très positif qu'on mette ça sur la table et qu'il y ait un espèce de consensus large, parce que c'est comme ça que ça peut bouger. Maintenant, si on prend la vie concrète de l'entreprise aujourd'hui, on est dans un schéma qui est difficile en France, parce qu'on a des syndicats très peu représentatifs qui sont poussés à bout de bras avec des logiques qui ne sont pas du tout démocratiques. C'est-à-dire que vous avez un premier tour où vous avez l'exclusivité syndicale qui bloque tout le reste de la représentation réelle de l'entreprise qu'elle voudrait par elle-même, et qu'il faut arriver à faire de façon même pas légale des référendums dans l'entreprise pour pouvoir parler des vrais sujets. On l'a vu au moment de Smart. Donc aujourd'hui, la réalité sur le terrain pour une entreprise, c'est que les syndicats sont peu représentatifs et que du coup, ils ne sont pas des partenaires efficaces. Donc il faut aussi s'attaquer à un moyen d'instances de dialogue social quand même dans une entreprise. François Calfon, vous n'avez pas l'air d'accord. Il y a deux contresens dans ce qui vient d'être dit. Le premier, c'est de dire l'entreprise comme si c'était une entité uniforme. C'est pas du tout une entité uniforme. Entre la grande entreprise, qui est une partie du CAC 40 ou SBF 120, où vous avez une direction des relations sociales et où l'entreprise est outillée sur le plan fiscal, administratif, sur le plan du dialogue social, et l'entreprise qui n'a pas cette masse critique, il y a un monde. Ça, c'est une réalité. Mais un monde, puisque vous êtes à croissance plus... Attendez, la grande entreprise bien outillée, elle recrute beaucoup en ce moment. Elle arrive, par exemple, les souplesses sur les 35 heures, puisque vous avez écrit un livre là-dessus. S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Les souplesses sur les 35 heures, parce que vous avez écrit un livre là-dessus, les grandes entreprises qui ont vu dans les 35 heures l'annualisation du temps de travail ne se sont pas saisies, parce qu'elles ont la possibilité d'en jouer et finalement d'avoir des effets d'aubaine, y compris pour elles-mêmes, voir un chemin gagnant-gagnant. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose, c'est que pour fluidifier, comme on dit, le marché du travail, et c'est vrai qu'il faut de la souplesse dans le marché du travail, il y a deux voies. Il y a celle qui nous est proposée de dire les organisations syndicales ne sont pas représentatives, puis il y en a une autre. À côté de la réforme El Khomri-Valls qui nous a été annoncée aujourd'hui, il y en a une beaucoup plus importante, c'est le compte personnel d'autonomie. Autrement dit quoi? Autrement dit de donner des droits à la personne, prenant acte d'une chose que vous avez dite et sur laquelle on est d'accord, qu'il n'y a plus l'emploi à vie. Et donc les protections, elles ne doivent pas être simplement une sorte de citadelle dans l'entreprise, elles doivent être adossées à la personne, et les personnes doivent garder leurs droits d'une entreprise et d'une autre. Ça, pourquoi je dis ça? J'en termine par cette phrase, parce qu'à ce moment-là, si les gens ont plus d'appétence à changer de travail, parce qu'il y a des opportunités, parce qu'ils peuvent se requalifier, à ce moment-là, ni les chefs d'entreprise, ni les salariés ne seront comme ça, arc-boutés, les uns sur la capacité à licencier, les autres sur la capacité à être protégés. Vous souhaitez également réagir? Parce que est-ce que finalement, on a raison de considérer que le droit joue contre le travail? Ça, c'est une idée reçue. Je dirais un peu la même chose. Je dirais un peu la même chose que ce que vient de dire François, peut-être pas de la même façon, mais je voudrais ajouter quand même comme élément que, je veux dire, le principe même de cette réforme, sa logique, sa substance profonde, c'est le dialogue social. Pour justement trouver une voie de réforme équilibrée entre besoins des entreprises et attentes des salariés. C'est pour ça que Jacques Barthélémy et moi, on s'oppose avec la plus grande énergie au recours, je veux dire, sans limite et sans frein, à la voie référendaire. Pourquoi? Parce que le référendum peut être évidemment utilisé pour contourner le dialogue social, pour ne pas pratiquer le dialogue social. Oui. Quelle est l'information à apporter? Oui, mais comment on fait? 40% des PME n'ont pas de délégué du personnel. Attendez, d'abord, il y a un tas de techniques qui ont été élaborées par les partenaires sociaux eux-mêmes, d'ailleurs. C'est l'accord du 31 octobre 95, le mandatement, par les lois Aubry, c'est les accords d'application directe. C'est-à-dire la négociation peut avoir lieu au niveau de la branche, si elle ne peut pas avoir lieu au niveau de l'entreprise. Il y a un tas de techniques qui ont été construites par les partenaires sociaux et par les pouvoirs publics dans différentes circonstances avec l'accord des partenaires sociaux pour
essayer de suppléer à l'absence parfois de représentation syndicale dans les entreprises de petite taille. On sait faire, mais le meilleur moyen de ne pas avoir ces interlocuteurs, c'est évidemment de promouvoir le référendum. Parce que là, pour le coup, on n'en aura jamais de présence syndicale. Pourquoi passer par la présence syndicale? Jean-Marc Gabouty, qu'on n'a pas encore moi, je crois qu'il faut éviter l'uniformité et l'uniformisation qui est, je dirais, un mal un petit peu du droit français et de nos normes. Nous avons des activités qui sont très différentes entre le commerce et la sidérurgie. Nous avons des tailles d'entreprises qui sont très différentes et on ne peut pas appliquer les mêmes règles, y compris les mêmes règles de négociation suivant le type d'entreprise. Je pense que dans les petites entreprises, il doit y avoir plus de souplesse, il y a moins de moyens, le rapport dirigeant-salarié n'est pas exactement le même, et dans ces entreprises-là, la consultation directe des salariés me paraît effectivement une bonne chose, ce qui a été proposé par la CGPME. Ça existe déjà, un accord d'intéressement aujourd'hui. S'il n'y a pas de représentant syndical, on consulte les salariés sur le type d'accord d'intéressement. Le mandatement que vous évoquiez, on l'a vu au moment des 35 heures, dans la plupart des PME qui n'avaient pas de représentants syndicaux, qu'est-ce qui a été fait? On a pris un salarié qui jouait un peu le rôle de chef de file, il a été s'inscrire dans un syndicat pour pouvoir signer l'accord. Donc c'est quelque chose de relativement factice. Donc il faut rester dans la réalité, adapter le code du travail qui doit rester un cadre, les accords de branche qui ont une cohérence puisque on est dans la même activité, et ensuite les accords d'entreprise. Alors pas d'inversion, je dirais, de hiérarchie entre le code du travail et les branches, mais éventuellement inversion de hiérarchie entre les branches et les entreprises. Et effectivement, l'accord de branche s'applique à toutes les entreprises qui n'auront pas d'accord. Ça peut être effectivement la solution. C'est le principe des accords étendus. Vous souhaitez également réagir? Un peu dans la technique, mais je veux dire qu'il faut cette souplesse et cette adaptation, cette adaptabilité à des situations qui sont excessivement différentes, que ce soit ça a au niveau certainement des ses chefs limites d'entreprise aussi. ou des salariés. Cette décentralisation du dialogue social, c'est difficile pour les entreprises. Deux choses. D'abord, évidemment que je sais qu'il n'y a pas la même, c'est pas la même chose une petite PME de quelques salariés et une grande entreprise. Mais ce que je dis, c'est que globalement, l'économie française produit pas assez de richesses et pas assez d'emplois. Alors, il y a différentes raisons. Une des raisons, c'est notre droit social. Donc, m'expliquer que, en fait, tout va bien dans les grandes entreprises alors qu'elles ne créent plus d'emplois depuis une dizaine d'années et que, pour différentes raisons, elles vont faire leur développement ailleurs, c'est quand même curieux parce que ça ne marche pas non plus pour les grandes entreprises. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je ne promeux pas absolument le référendum d'entreprise. Je dis juste qu'aujourd'hui, nous avons des syndicats en face de nous qui ne sont pas représentatifs de nos salariés et donc on cherche des moyens de contourner cette difficulté. Et que si aujourd'hui on s'appuie complètement dans cette logique avec des syndicats qui ne sont toujours pas plus représentatifs demain qu'hier, on n'arrivera nulle part. Vous savez, parce qu'on n'aura pas d'accord sur des choses sensibles. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de transformer les horaires, par exemple, dans une entreprise qui est au bord de mourir. Donc les salariés s'insurgent contre leurs syndicats, bypassent mais vous savez, je vais dire une chose. Mais si, il n'y a que dans les situations extrêmes qu'on arrive à faire bouger les choses. Et c'est très dommage. Il faut un cadre pour les entreprises de croissance que je représente, il faut aussi un cadre de possibilités. C'est tellement vrai. C'est pas seulement les canards boiteux. C'est tellement vrai que ce que vous dites sur la difficulté de représentation, il ne faut pas en avoir une vision hémiplégique. Si vous avez créé Croissance Plus, c'est pour une bonne et simple raison. C'est qu'il y a aussi une difficulté du fonctionnement des organisations syndicales patronales. Chacun, donc vous le dites aussi. Donc le sujet n'est pas de bypasser les organisations patronales. D'ailleurs, je constate qu'il y a, s'il vous plaît, je constate qu'il n'y a aucune organisation syndicale de salariés qui demande à bypasser les organisations patronales. De la même façon, pour modifier le dialogue social et améliorer les choses, parce qu'on est d'accord sur les faits qu'il faut les améliorer. C'est pas en bypassant les organisations syndicales qu'on y arrive. Je vais même aller un peu au-delà. Il y a des entreprises qui ont tenté une chose. Alors c'est très courant en Allemagne, moins courant en France, mais ça existe, donc on a pu l'observer, d'introduire des salariés syndiqués dans des conseils d'administration d'entreprise. Et j'en discutais avec M. Gallois, avec M. Schweitzer et d'autres, y compris des syndicalistes dits de la CGT, de syndicats pas réformistes. Si vous les associez à la stratégie de l'entreprise, si vous les prenez au sérieux dans leur rôle de représentant des salariés, alors les postures tombent et changent et on rénove le dialogue social. Eh bien moi je dis, dans la foulée de ce qu'a dit Gilles Berset, que la stratégie pour avoir des entreprises plus fluides, qui fonctionnent mieux, qui sont plus réactives, qui ont un cap, un projet,
y compris qui acceptent les réformes, c'est plutôt d'associer et faire le parti de la confiance plutôt que celui de la défiance. Gilles Berset, pardon. Je vais ajouter quand même que sur les dernières années, beaucoup de choses ont changé. Je veux dire, il y a eu la loi du 20 août 2008. Maintenant, pour avoir le droit de négocier, pour pouvoir négocier, plus encore pour signer un accord, il faut représenter les salariés avec un certain pourcentage. On propose, tout le monde propose. C'est une proposition qu'on a faite Jacques Barthélémy et moi. C'est une proposition maintenant qui est reprise par tout le monde. Il faudrait qu'on passe de 30 à 50%. Je rappelle que la participation des salariés aux élections professionnelles dépasse la participation de l'électorat aux élections politiques. Quand on parle de représentativité, voir que cette représentativité existe très largement dans notre vie économique. Maintenant, il faut la dynamiser, il faut la renforcer. Il ne faut pas voir l'adhésion, la participation aux élections professionnelles témoigne d'un intérêt pour les syndicats. Et plus on donnera justement aux syndicats de choses à faire... Allez-y, Jean-Marc Gabouty. Non, mais encore une fois, si vous voulez, pas d'uniformité. Il est bien évident qu'au niveau des accords de branche, les organisations syndicales et patronales, c'est le lieu où elles vont être effectivement en prise directe avec ces négociations d'accords de branche. Au niveau des entreprises, ça va être différent. Ça va être différent suivant les professions, différent suivant les territoires, différent suivant les tailles d'entreprise, surtout suivant les tailles d'entreprise. Voilà. Donc je crois qu'il faut pas cette uniformité, cette rigidité. L'accord de branche, c'est effectivement le lieu privilégié de la rencontre entre organisations syndicales et organisations patronales, parce qu'il y a besoin de cette représentativité. Je voudrais aussi vous faire agir. Il faut pas Messieurs, affaiblir les organisations, qu'elles soient patronales ou syndicales. Il faut au contraire les Jean-Marc rapprocher, les Gabouty, valoriser. est-ce qu'il aurait fallu aussi toucher au CDI? On sait que Pierre Gattaz hier a estimé que le CDI était très inquiétant, très anxiogène. Est-ce que ça manque dans cette réforme du Code du travail? J'en ai discuté avec Pierre Gattaz lui-même. La question finalement, quand on discute avec des employeurs, c'est quoi? C'est d'abord la crainte d'embaucher. Et la crainte d'embaucher, c'est notamment dans les petites entreprises, parce qu'on n'est pas outillé socialement pour comprendre, appréhender tout ça. Et c'est le sujet de la rupture du contrat de travail. Et ce sujet de la rupture du contrat de travail, on fait comme s'il ne s'était rien passé. Mais dans un pays, on a créé un outil qui s'appelle la rupture conventionnelle. C'est pas là une paille, c'est 340 000 par an des ruptures conventionnelles. Alors quand j'en discute avec M. Gattaz, il dit « Ah oui, mais ça coûte cher. » Mais ça coûte cher aussi à la collectivité de créer un chômeur. Donc il y a aussi un principe du pollueur, entre guillemets, payeur, comme on le dit en matière environnementale. Mais si vous voulez, si on quitte le dogmatisme sur le CDI est-il l'homme à abattre du Code du travail, à ce moment-là, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent. Si vous dites, par exemple, au lieu de donner simplement un chèque valise, ce qui se passe aujourd'hui quand on veut séparer les salariés, si je le repositionne professionnellement, typiquement, on a un véhicule qui s'appelle le compte personnel d'activité, eh bien, je vais faire agir les fonds de la formation professionnelle, je vais trouver un emploi cible. Alors, à ce moment-là, la sortie finalement du contrat de travail qui est vécu comme un drame tragique parce qu'il n'y a pas d'alternative, peut être au contraire une opportunité dès lors qu'on est dans un schéma. Gilles Berset, ça c'est un regret aussi de ne pas s'attaquer à la question du CDI. Je crois que derrière ce débat sur le CDI, le problème réel, c'est celui de la rupture, des conditions de la rupture, des procédures de la rupture et du coût de la rupture. Comment on peut anticiper le coût de la rupture? Comment on peut accompagner la rupture de façon à ce que ce ne soit pas quelque chose de traumatisant qui s'éternise dans le temps, voir les durées en France des procédures judiciaires dans le domaine des ruptures de contrat de travail. 15 mois entre une saisine de prud'homme et une décision de première instance, 25 mois s'il y a appel, 50 mois si on va jusqu'à la cassation. Vous voyez, pendant tout ce temps-là, des chefs de PME sont évidemment totalement... les salariés eux-mêmes. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas, mais qui se situe dans le domaine de la rupture. Dans aucun pays du monde, on a aboli cette double existence, CDD, CDI. Pourquoi la France aurait trouvé tout d'un coup une idée magique consistant à dire il n'y aurait plus de différence CDI, il y aurait un contrat unique. Donc il a tort Pierre Gattaz de s'attaquer au CDI comme ça, Jean-Marc Gabouty. Je ne pense pas que ce soit le problème essentiel CDI, CDD. Le problème de la rupture est effectivement, alors très bonne intention avec la rupture conventionnelle, sauf qu'elle est en grande partie dévoyée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quelqu'un qui veut quitter une entreprise ne démissionne plus, mais il demande effectivement une rupture conventionnelle. Donc on a eu un dévoiement dévoiement de la mesure qui n'a pas, qui est une bonne intention, mais en pratique, parfois, on a effectivement des surprises. Stanislas de Bensman sur cette question du CDI. Nous, chez Croissance Plus, d'abord, on propose de faire rentrer avec des voix exécutives dans les conseils d'administration les représentants du personnel.
les représentants du personnel. Mais on propose aussi beaucoup de choses pour rendre l'élection beaucoup plus satisfaisante et donner des outils à ce dialogue social qu'aujourd'hui on n'a pas et qui fait qu'on avance sans aucun moyen puissant de transformation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Croissance Plus propose un contrat central qui devrait faire évoluer notre CDI vers un contrat qui pourrait reprendre aussi les CDD et qui permettrait par droit progressif d'arriver à la sécurité du CDI. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit, c'est qu'on condamne les CDD à la sortie de l'entreprise. C'est un couperet qui fait que le premier jour où vous rentrez, vous êtes déjà prévu de sortie à date fixe. Et ça, c'est extrêmement dommage pour l'entreprise et pour le salarié. Donc ce qu'on dit, c'est qu'il faut un contrat de travail qui soit protecteur, qui soit souple et qui donne de la sécurité à la sortie, si parfois il y a sortie, mais qu'on ne donne pas cette précarité au CDD et cette armure tellement protectrice du CDI. Pour conclure rapidement. Non, c'est un point de vue caricatural. Je veux dire, je vais prendre un exemple qui n'est pas un exemple anecdotique. Hein. Il y a 800 000 naissances en France par an. Une femme qui est enceinte, qui prend un congé de maternité, on sait le moment où elle part. On sait le moment où elle va revenir. Oui. Eh bien, prendre un CDD pour la remplacer... Mais donnez-lui la chance de continuer. Eh bien, ça, pourquoi vous voulez sortir tout de suite? Tout à fait logique que le chef d'entreprise cherche à remplacer... Mais oui, bien sûr, mais j'ai pas de problème avec ça, mais qu'il puisse continuer. Il faut le CDD est un besoin maintenant. Venez en entreprise, vous verrez qu'on peut donner sa chance aux gens. Il y a beaucoup de propositions qui sont faites et qui doivent être discutées. C'est d'éviter que le coût pour la collectivité d'un recours abusif au CDD, d'un recours abusif au contrat court, repose sur la collectivité et pas sur des entreprises qui en font le choix. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission, Stanislas Debenson. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité politique et parlementaire, c'est à 22h. Paul Bouffard et Sonia Mabrouk, on va plus loin. Merci de votre fidélité. À demain. Thank you.